Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre télévision Info TV et en direct sur Capital FM 102.8, émettant depuis Yaoundé, c'est la Raniké, pour se projeter sur la communication autour de cette affaire, le discours du chef de l'État, la réaction des évêques, entre autres. Et nous avons le plaisir de recevoir déjà sur le plateau, on espère que les autres invités à cette causerie vont nous rattraper, le révérend Emmanuel Mpako. Il est de la société civile, il est syndicaliste. Je vais dévoiler, révérend, quelques-unes de vos casquettes. Vous êtes pasteur de l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, vice-président de l'association nationale des parents, d'élèves et enseignants des enseignements secondaires du Cameroun. Elle n'est pas très connue, cet autre révérend. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci pour l'honneur que tu me fais de me recevoir pour la première fois sur le plateau de télévision. Toi que j'ai toujours suivi avec beaucoup d'admiration à distance depuis une chaîne sœur, tu me permets de la citer pas sans concurrence, Canal 2. Naturellement. Voilà, donc c'était avec beaucoup de plaisir que je t'ai toujours suivi partout où tu es passé jusqu'ici. Et c'est un honneur pour moi d'être sur le plateau du Grand Soir avec toi pour cette première. Alors, on parlait de cette association nationale des parents, élèves et enseignants des enseignements secondaires du Cameroun, APE avec 3E. Voilà, nous avons fait exprès de mettre le 3E parce que effectivement, il faut être clair en toute situation. Notre association, sur son respect de déclaration, précise bien que nous sommes une association nationale des parents, élèves et enseignants des enseignements secondaires. Bon, c'est vrai que depuis que nous existons et que nous avons notre respect de déclaration, les enseignements de base, nous avons également sollicité pour pouvoir coordonner également la relation parents-enseignants et autres, la communauté éducative de ce côté. Mais nous n'avons pas encore fait, n'est-ce pas, cette prolongation, cette rallonge de notre association officiellement pour dire que désormais nous couvrons toute l'éducation. Voilà. Donc notre association est née spécifiquement pour ce qui concerne les enseignements secondaires. Et nous tendons donc justement à couvrir également l'éducation de base parce que nous sommes sur ce côté-là. En dehors de cette spécificité, la différence peut être à quel niveau avec les APE classiques? Nous sommes une association des parents d'élèves et enseignants, comme cela est connu, sauf que on peut peut-être nous appeler comme fédération. Parce que nous sommes une association nationale qui a dans ses démembrements locaux dans les différents établissements. Donc on paye aussi des frais là-bas. Nous avons une situation telle que nous couvrons tout le territoire. Un peu comme le pays est organisé, en région, en département, en arrondissement, et puis nous arrivons sur les établissements qui sont la représentation locale de notre association. En fait, nos adhérents, si on peut dire ainsi, sont ces représentations locales dans les établissements. Bon. Alors, vous êtes également vice-président du syndicat national autonome des travailleurs du commerce. C'est quoi? C'est des commerçants? Tout ce qui travaille dans le registre de l'activité de commerce au Cameroun. Donc, il y a les travailleurs, vous pouvez dire les commerçants, non, les commerçants, il y en a qui sont leurs propres employeurs. Nous parlons exactement des travailleurs. Donc, si tu es un travailleur qui exerce dans le domaine du commerce, voilà, notre syndicat est ton porte-parole. Et dans ce domaine-là, tout ce qu'ils font dans la prestation de services, nous sommes leur porte-parole parce que c'est une activité commerciale. Ça fait beaucoup de casquettes, hein, révérend. Vous avez le temps encore de prêcher, d'aller à l'église, de prêcher? Oui, j'ai toujours eu cette réaction de la part de ceux qui me côtoient et j'ai la même réponse en leur disant tout ceci concourt au bien-être de l'individu. Et je pense que l'une des missions fondamentales que Dieu m'a confiée et dans laquelle il m'appelle tout le temps, c'est de veiller à ce que l'être humain se sente bien dans sa peau partout où il se trouve. Donc que ce soit au niveau des parents d'élèves et enseignants, nous concourons à quoi? À ce que l'enseignement soit bien donné, que l'enfant soit bien encadré dans son cadre d'apprentissage, que celui qui l'enseigne soit également bien dans son cadre professionnel, ça arrive également dans l'activité syndicale, que le travailleur soit bien et que l'activité professionnelle soit rentable et qu'elle soit pérenne. Donc tout ceci concourt au bien-être de l'individu. Ça revient même sur la casquette pastorale où nous concourons toujours au bien-être de l'individu. Nous soyons l'âme. Mais comme quelqu'un disait encore, il n'y a pas d'âme sans corps. D'accord. Le révérend Emmanuel Mpako, merci d'être les nôtres pour cette causerie du soir. Le grand soir sur Info TV, lui c'est un habitué. Paul Stéphane Mounouga, il est
politologue qu'on ne présente plus, Paul Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux révérends, bonsoir aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment. C'est toujours un plaisir et en même temps un honneur d'être convié à cette émission Le Grand Soir. Alors comment est-ce que le politologue vit ces moments entre les sorties des évêques, discours du chef de l'État, sorties du ministre de la Communication? C'est des sujets d'étude? Ça peut être des sujets d'étude en réalité, en sciences politiques et même en sciences sociales, mais il faut noter que c'est de bonne guerre. C'est la preuve que les réalités d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et c'est la preuve que chaque élection ou chaque échéance électorale a ses spécificités et ses particularités. Parce qu'on a l'impression, ou alors on se rend compte que 2025 ne sera pas comme 2018, parce que par exemple en 2018, les évêques n'ont pas parlé. En 2025, certains évêques ont parlé. Il y a eu des réactions du gouvernement, des réactions des ministres, des réactions des CELCOM, même du RDPC, dont vous comprenez que la question politique ou la question de la politique, parce que là on est dans la politique et les gens confondent souvent la politique et le politique. Et je le disais encore que un homme de Dieu n'a pas le droit de faire la politique, mais il a l'obligation de s'intéresser aux politiques. Parce que la politique, c'est justement cet ensemble-là qui concourt à conquérir, conserver et pérenniser le pouvoir. Ça, ce n'est pas le travail d'un homme de Dieu ou d'un religieux, mais il a l'obligation de s'intéresser aux politiques qui structurent les politiques publiques. Parce que l'homme de Dieu doit s'intéresser aux politiques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et alors, si le corps est malade, il sera difficile pour le prélat de soigner l'âme. Donc, je dis, c'est de bonne guerre. On peut s'intéresser aux politiques. Exactement. Par exemple, la politique de l'éducation, la politique de la santé, la politique de ci ou ça. L'homme d'église peut s'intéresser à ces domaines-là. Exactement. Mais il ne doit pas s'intéresser... Il ne doit pas chercher à conquérir le pouvoir. Il peut même questionner ceux qui sont chargés justement d'implémenter les politiques. Ça veut dire qu'il a le droit de dire que pourquoi il n'y a pas les routes, pourquoi il y a le chômage, pourquoi le pouvoir d'achat s'amenuise. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur son travail. Parce que pour que l'âme soit en bonne santé, il faudrait que le corps également soit en bonne santé. Et celui qui est chargé de faire que le corps soit en bonne santé, c'est le pouvoir civil. Et alors, est-ce qu'il peut dire que ça ne va pas, il faut changer ceux qui sont là? Il doit le dire. Martin Luther King, qu'on adule énormément, disait que un pouvoir religieux qui ne s'intéresse pas aux réalités. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà faire la politique? Non, ce n'est pas dire que tel n'est pas à sa place, il faut l'enlever. Ce n'est pas faire ça, ce n'est plus s'intéresser aux politiques. Non, c'est s'intéresser. Ce n'est pas faire la politique, mais c'est s'intéresser aux questions de son environnement parce que tout est politique. Même le religieux est politique. Ça veut dire que quoi? Une religion, et c'est Luther King qui le disait, qui ne s'intéresse pas aux problèmes politiques de sa cité, économique et même social, n'a pas le droit d'exister. Parce que, et je sors par là, on ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Parce que pour enseigner à quelqu'un qu'il ne faut pas voler, il faut lui donner au moins à manger. Pour dire à quelqu'un qu'il faut chercher du travail, il faudrait qu'il y ait ce travail. Donc il faudrait que le pouvoir civil aide le religieux dans sa mission qui est la sanctification et la purification des âmes. Révérend, avec ça on a avancé un peu, parce que tous les soirs ici, il y a pratiquement une nouvelle notion. Doit-il, ne doit-il pas, comment le faire? Est-ce que l'homme de Dieu finalement est situé sur ce qu'il doit faire? Jean-Jacques, l'Église a trois fonctions fondamentales qui sont le sacerdoce, le prophétique et la pastorale. Lorsque je prends ces trois fonctions fondamentales, je me réfère à Christ lui-même. Quand nous disons être chrétiens, nous nous référons à Christ, nous sommes ceux qui le suivent. Christ lui-même s'est présenté au monde comme serviteur. Et dans sa nature de serviteur, il a été prêtre, il a été prophète, mais il a surtout été roi. D'ailleurs, il a été annoncé depuis les temps anciens comme le roi des Juifs qui devait naître. Donc cette notion de royauté se rapporte maintenant à l'une des trois missions fondamentales de l'Église, qui sont l'enseignement, la sanctification et le gouvernement. On ne peut pas conduire un peuple et ne pas prétendre gouverner. Aucun pasteur ne peut conduire un troupeau sans le gouverner. Conduire un groupe de personnes, c'est gouverner sur ce groupe-là. Donc on ne peut pas pouvoir dissocier l'Église de la gouvernance. Parce que, comme le disait encore Stéphane tout à l'heure, cette âme qui doit bien vivre et qui doit être bien entretenue pour arriver à l'espérance de la vie éternelle,
cette âme vit dans un corps qui doit être également bien soigné, qui doit être bien entretenu, qui doit être bien portant. Et notre travail, qui est celui de l'éducation, qui est celui de l'évangélisation, où nous répandons l'amour, où nous apportons du secours, c'est une œuvre qui ne peut pas ne pas être considérée comme activité sociale, pour ne pas dire sociétale. Donc, à partir du moment où nous concourons au bien-être de l'individu, ce concours est également le concours du bien-être de la cité. Parce que nous parlons à ceux qui sont dans la cité avec nous, et nous les amenons à respecter les autorités telles que la parole nous l'enseigne également, que tout pouvoir vient de Dieu et que nous devons respecter les autorités. Donc nous leur apprenons à respecter les autorités, mais nous les apprenons également à vivre ensemble. Parce que même tout ce que Jésus-Christ a enseigné, partant même des 10 commandements que nous avons reçus depuis l'épopée du peuple d'Israël au désert, les 10 commandements, quand on les lit et quand on les scrute, ces 10 commandements visent à quoi? Ces 10 commandements visent uniquement à la cohabitation, au vivre ensemble, au bien-être collectif des individus que nous sommes. L'amour du prochain, c'est ça. C'est pourquoi Jésus-Christ a résumé en disant aime ton prochain comme toi-même. Je voudrais donc pouvoir dire que si tu ne peux pas permettre à ton prochain de te dire là où il a mal, surtout d'abord te dire qu'il a mal, de te montrer là où il a mal, pour que tu puisses le venir en secours, en aide, afin qu'il se porte bien. Là, il se posera forcément un problème d'amour du prochain. Et il se posera forcément un problème de vivre ensemble. Tu ne voleras pas, tu ne toucheras pas le bien d'autrui, ainsi de suite. Tout ceci concourt à quoi? À se respecter mutuellement, à se soutenir, à s'accepter, à se tolérer, à marcher ensemble pour une vision commune et collective. Donc les évêques qui ont fait cette sortie sont dans leur rôle, c'est ça? Les évêques sont dans leur rôle, ils sont des garants de la vertu. Ils sont les garants de la vertu. Ils sont les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre. Donc, en tant qu'ambassadeur, on ne peut pas prétendre leur interdit de s'exprimer. En tant que garant de la vertu, en tant que ceux qui veillent au bien-être de l'individu, on ne peut pas leur empêcher de dire haut, je vais me permettre de dire ainsi, de dire haut, ce que leurs ouailles leur confessent tous les jours. Quand nous recevons nos fidèles à l'église, déjà nous vivons avec eux dans la société. Nous allons tous dans le même marché. Nous empruntons tous les mêmes véhicules pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Même quand tu es véhiculé avec ton véhicule tombe en panne et que tu me taxis, moi je me suis pas parfois, avant de prendre un taxi à demander c'est combien le prix du taxi ou bien pour la tête destination, je peux payer combien parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. Bref, nous vivons dans la même société, nous payons le carburant au même prix et ainsi de suite. Donc nous avons les mêmes problèmes. Donc au-delà de ça maintenant, en tant que maître, je veux dire enseignant du bien-être, nous recevons tout ce que nos fidèles nous remontent quant à leur mal-être. À un moment donné, s'ils ne peuvent pas le dire et que nous ne puissions pas le dire ici aussi, nous n'aidons même pas le régime en place, nous n'aidons pas les gouvernants, parce qu'il est bon que les gouvernants puissent entendre ce ton, qu'ils puissent entendre cette expression pour savoir ce qu'il y a à corriger dans la cité. Est-ce que la manière et le lieu peuvent être pris en compte, sachant que l'Église est très proche de ceux qui gouvernent? On a vu que le nonce apostolique qui a été reçu par le ministre de l'administration territoriale aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'au lieu de surfer sur ce qui peut être interprété comme du populisme et tout, ces gens qui ont la possibilité de rencontrer ces dirigeants peuvent aller, puisqu'ils murmurent dans leurs oreilles, aller leur dire que vos oreilles, ça ne va pas, que de prendre la parole et parfois de convoquer le diable avec les interprétations qui s'en suivent. Jean-Jacques, la Bible dit, lorsque tu as un problème avec ton frère, tu l'appelles, oui. Tu causes avec lui. Oui. Lorsqu'il ne t'entend pas, tu appelles un ou deux témoins. Vous voulez dire que le gouvernement n'entend pas? Tu causes avec lui. Vous voulez dire que le gouvernement n'entend pas? Je ne veux pas entrer, je ne veux pas entrer dans les secrets de là où je n'ai pas été. Mais je voudrais donner juste une analyse, un raisonnement simple que tout le monde peut comprendre. Pour dire que, à un moment donné, il y a lieu de crier aussi parfois pour se faire entendre. D'accord. Allez, on accueille Hubert Etoundi, journaliste panafricaniste. C'est son second passage
sur le grand soir. J'aime bien vos lunettes, je ne sais pas trop. Vous me rappelez, et c'est l'occasion pour moi de penser justement à Aimé Cyprien Olinga, qui est toujours dans ses difficultés au niveau des brigades ou des commissariats. On espère qu'il va retrouver la liberté très rapidement. Hubert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Vous ne faites pas peur. Bonsoir, non, ça ne me fait pas peur. Vous savez d'ailleurs que je n'ai jamais peur. Vous me connaissez très bien. Bonsoir à vous, bonsoir aux révérends, bonsoir aux politologues, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs partout dans le monde. J'ai constaté que votre émission est très suivie au niveau de la diaspora. Ça me permet de dire bonsoir à mon petit frère Ondoa, Edouard, qui est au Gabon et qui suit d'habitude vos émissions. Donc, merci de m'avoir convié à cet autre grand soir. Mais c'est grâce à vous que cette émission commence à avoir une place dans ce monde très concurrentiel. Mais vous arrivez, on a choisi cette porte d'entrée parce qu'on a la chance d'avoir le révérend Paco avec nous et qui a donné son point de vue relativement à cette actualité qui va être abordée en profondeur tout à l'heure. Mais disons quand même un mot là-dessus. Qu'est-ce qui fait donc problème? Est-ce que c'est l'attitude, puisqu'on a la preuve que les hommes de Dieu et d'Église doivent s'exprimer pour raconter les misères, s'il y en a, des populations. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'une autre approche aurait été plus efficace? Merci Jean-Jacques de m'introduire de cette manière. J'ai suivi quelques bribes du révérend, mais j'ai suivi ses deux dernières interventions. J'ai aussi suivi le politologue. Si vous permettez, je voudrais puiser dans deux attitudes ou deux sorties des évêques. Le premier, vous savez qu'actuellement, les évêques du Cameroun sont dans un séminaire à Boya. Je crois que c'est le 48e de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, parce que des traditions, c'est chaque début d'année, c'est-à-dire au mois de janvier, ils se rassemblent. Je convoque ces deux attitudes parce que jusqu'à présent, je n'ai pas ouï dire, ou peut-être que je n'ai pas suffisamment recherché qu'un imam a intervenu, un pasteur a intervenu. On a quand même vu un pasteur dans le Noun. Un pasteur, voilà, un pasteur. Qui s'est fait interpeller d'ailleurs. Au cours d'une cérémonie organisée par Madame le maire de Fumban. Voilà, qui s'est fait interpeller. Donc, rarement un pasteur. Et donc, la plupart des interventions, ce sont les évêques. Et aussi, bon, le père Lado, on connaît que lui, il est habitué à cela. Je prends ce premier évêque, c'est-à-dire Monseigneur Sosten Bayemi Mandje, qui est évêque, je crois, d'Obala. Lorsque vous suivez son intervention, elle est d'une construction d'abord pédagogique, d'une construction éducationnelle, d'une construction même prophétique. Et c'est surtout la confession prophétique que j'aime. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il dit, il finit par dire que, attention, il faut faire attention, le pouvoir vient de Dieu. Bon, je ne sais pas si le révérend pasteur Paco va dire le contraire, que tout pouvoir vient de Dieu. Et que si tout pouvoir vient de Dieu, lorsqu'on intervient dans la logique ou les logiques ou les dialectiques et les perspectives de pouvoir, il ne faut jamais oublier cet élément. Que un pouvoir, même quand il s'est perverti, peut être voulu par Dieu ou alors permis par Dieu. Il m'a envoyé un peu dans la Bible et je suis allé lire l'histoire de Saul et de David. Lorsque vous prenez l'histoire de Saul, Saul arrive au pouvoir dans l'Ancien Testament. Le révérend pasteur et les religieux, même les évêques eux-mêmes le savent. Il arrive au pouvoir parce que le peuple Israël demande un roi. Tout à fait. Et ce n'était pas de la disposition de Dieu de leur donner un roi à ce moment. Mais en principe, comme il demande, le peuple exige le roi. Dieu dit, ok, je vous donne le roi. Mais faites attention parce que ce roi-là, il va vous brimer, il va vous brutaliser, il va prendre vos femmes, il va vous dominer. Le peuple dit, nous voulons un roi, comme les autres en ont. Et Dieu leur donne le roi. Mais ce qui est plus important dans cette affaire, on pourrait faire des émissions, qui est très important, parce que je vais vers la chute de ça, qui est très important, c'est que
Ce roi, finalement, agit comme Dieu avait averti. Et maintenant, Dieu désavoue ce roi. Mais quand Dieu désavoue ce roi, il choisit un autre roi, et ce roi est oint, c'est-à-dire David. Mais quand David est oint, David prend le leadership et est plus en vue que ce roi. Et ce roi, Saul, ça vise donc à détruire ou à éliminer David. Mais curieusement, par deux occasions, je ne veux pas revenir, par deux occasions, David a tous les moyens, le contexte, les outils d'éliminer Saul. La première fois, il dit non, je ne toucherai pas à loin de Dieu. Mais il sait qu'il est déjà désavoué et que le peuple crie. Deuxième fois, et c'est là où c'est très important, c'est que Saul va se cacher dans la même caverne où David est entré dans la caverne avant lui. Et maintenant, Saul s'endort, ses soldats s'endorment, et puis David sort et prend sa lance, et va se tenir à distance, et l'appelle pour lui dire, mon roi, pourquoi tu poursuis ton serviteur alors que ton serviteur n'a rien contre toi? Je t'aurais abattu parce que voici ta lance. Alors, je reprends donc par rapport au pouvoir actuel et je parle aux évêques. En fait, je vais revenir parce que nous sommes là pour le ministre de la Communication. Oui. Parce que c'est cet élément que le ministre de la Communication, pas le ministre de la Communication, mais le gouvernement, parce que René Emmanuel Sadi, en cette circonstance, a intervenu en lieu et place du gouvernement. Il dit, on est un peu surpris de la véhémence et de la violence et du caractère spécieux. Je veux dire ici, dirigibilité. C'est-à-dire que du caractère spécieux, ça veut dire que c'est des éléments dirigés. Comme on dit, vous et moi en communication, canalisés et orientés, qui font problème. Or, lorsque je vous ai pris l'exemple de Saul et de David, vous comprenez bien que si David avait été à la place de Monseigneur Yadoua Ourou, en chair, il aurait agi d'une autre manière. Je voudrais, en fait, Monseigneur Sostène Bayemi m'a envoyé, parce que je crois d'ailleurs que c'est sur votre chaîne. Parce que je crois votre chaîne... Oui, c'est sur l'émission Espace Midi. Voilà. Après, on dirait, il m'a envoyé méditer sur ça et j'ai compris que si effectivement le président Paul Biya était face à Monseigneur Ourou Yadoua, quand il dit il faut le diable, qu'il aurait peut-être éliminé. Ça, c'est une supposition. Je ne suis pas contre ceux qui disent que non, le diable, il est bon, ainsi de suite. Sauf que moi, en principe, ce que j'ai appris humblement de ces mêmes pères de l'Église, c'est que le diable n'est jamais bon et il ne peut jamais être bon. Donc, je prends l'autre réaction de notre évêque, très construit, très structuré. Lui, en réalité, va même plus loin. C'est Monseigneur Abraham Komé, évêque de Bafang, je crois, si je ne m'abuse. Oui. Lui, il est plus construit. Parce qu'en principe, au-delà de Monseigneur Sostène Bayemi, qui en réalité appelle à écouter la voix de Dieu, appelle à un espoir pour surmonter les difficultés, les souffrances, lui en principe constate la réalité sociale et oriente le peuple pour chercher de nouvelles solutions en transcendant les souffrances et les difficultés sans créer le chaos. Donc voilà ce que moi je peux dire d'entrée de jeu par rapport à ces déclarations. Et je termine en disant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le diable n'est jamais bon et ne peut jamais être bon. Pourquoi? Parce que le diable, qui est le mauvais, est la négation de Dieu qui est infiniment bon. En étant sa négation, il n'y a aucun instant en dehors de nos tromperies humaines qu'il peut être bon. Donc pour vous, vous ne croyez même pas aux figures de style? Non. Les figures de style, le révérend, je crois que c'est ça, le révérend Emmanuel Paco a invoqué Jésus-Christ tout à l'heure. Vous savez, les figures de style sont comme les paraboles, hein? Parce que la parabole donne un message. Mais au-delà de la figure du style et de la parabole, on doit rentrer dans ce qu'est la chose. La chose est quoi? Vous avez lu Jean-Paul Sartre, l'être et le néant. Hein?
Le néant, en réalité, ne peut pas avoir une existence parce qu'on on a habillé d'une métaphore ou d'une représentation. Il restera le néant, il restera le mauvais et il restera le mal. Et c'est très dangereux que de s'amuser avec la figure du diable, comme beaucoup s'en amusent avec. Non, moi, fondamentalement, je m'appuie à ce que le Christ dit. Vous avez pour père le diable. Et peut-être que les gens interprètent ça, peuvent aller dans ce sens. Parce que c'est autre chose. Parce qu'il a été meurtrier dès le commencement. Et quand il dit, il parle de son propre, ce que je vous ai dit, l'être, le néant, quand il parle de son propre, de ce qui est de lui, il dit des mensonges parce qu'il est père du mensonge. D'accord, on va arriver tout à l'heure. Vous voulez rapidement réagir sur le diable? Non, pas forcément sur le diable. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à l'histoire qu'a raconté Hubert tout à l'heure. Pour dire qu'effectivement, lorsque le peuple demande d'avoir un roi, qu'est-ce qui amène le peuple à demander d'avoir un roi? C'est parce que le peuple ne veut plus avoir à recevoir les instructions ou la sentence directement de Dieu. C'est que le ton de Dieu, la voix de Dieu, l'expression de Dieu est insoutenable pour le peuple. Le peuple préfère avoir un intermédiaire entre lui et Dieu. Parce que si c'est Dieu qui leur parle directement, comme il le faisait, comme il les entraînait et tout, pour eux c'était devenu insoutenable. Ils ne pouvaient pas tenir face à la parole, face à la voix de Dieu. Donc c'est juste pour dire que à un certain moment, le ton ou la voix de Dieu peut être plus dure et plus pesante que celle de l'intermédiaire que le peuple a demandé à avoir. Alors, je vais vous présenter une photo avant d'entrer pleinement dans le thème. C'est la une d'un journal qui s'occupe généralement des consommateurs. On rappelle à ceux qui appellent que c'est juste pour les SMS ou par message WhatsApp. Le numéro, ce n'est pas pour les interventions en direct. Vous êtes nombreux à vouloir appeler. Envoyez les SMS ou les simples SMS ou par WhatsApp. La voix du consommateur parle de la vente dans la rue des whisky en sachet. Elle est interdite. Dans le Mayo d'Anaï, le préfet là-bas a pris des mesures, un arrêté interdisant la vente de ces whisky en sachet. Ce qui traîne depuis pratiquement plus de 10 ans aujourd'hui, que l'État n'a pas réussi à mettre fin à la vente du whisky en sachet, la production, la commercialisation, la consommation, la distribution. C'est toujours dans nos rues, mais le préfet là-bas a dit il ne va plus attendre les moratoires, les délais qui sont accordés généralement par les ministres à certains responsables. Mais là-bas, dans le Mayo d'Anaï, c'est définitivement interdit. C'est une approche, Stéphane, qui nous fait sortir un peu de ce qu'on peut considérer comme de l'embrouille gouvernementale ici à Yaoundé. Non, il faut comprendre que le problème et le malheur du Cameroun, c'est que le Cameroun est un État mou. Et les États, un État mou? Oui. Les États mous, généralement, ce sont des États qui prennent des bonnes décisions en termes de politique publique, qui ont des bonnes lois, mais qui n'arrivent pas à les appliquer, qui sont irréguliers ou inconstants dans l'application de ce qui est écrit. Et c'est ça le véritable problème. Et vous-même, vous le dites que depuis 10 ans, il y a des notes, des depuis décisions, 2014 pratiquement, exactement, whisky en sachet. Des correspondances qui sont sorties par rapport à ces whisky en sachet, mais on a l'impression que le jour que la loi sort, ça s'amplifie même dans le marché. On peut prendre le cas des plastiques. Mais tout le monde savait qu'on ne devrait plus avoir des plastiques au Cameroun. Mais on se rend plutôt compte que ça a décuplé dans le marché. Donc, c'est ça la maladie du système politique camerounais, c'est le caractère mou du système politique. Et généralement, c'est dans les États où il y a trop de corruption que l'État est mou. Parce qu'on n'arrive pas à appliquer ce qui est dit. Au lieu d'appliquer ce qui est dit, on vous crée des concepts qui ne devraient pas exister, comme la tolérance administrative. On a entendu certains membres du gouvernement dire qu'on accorde encore quelques mois ou quelques années à ceux qui avaient déjà les stocks afin de les écouler. C'est-à-dire qu'on démontre que le whisky en sachet est nocif, il est dangereux, mais on dit vendez d'abord ce que vous avez produit. Justement, c'est de l'irresponsabilité étatique. La tolérance administrative dans un État sérieux n'a pas de place. Si un médicament, si c'est démontré qu'un produit est nocif pour la santé, on n'a pas besoin de tolérance administrative. On sort une loi et on l'applique immédiatement. Le véritable problème du Cameroun, c'est que la plupart des personnes qui se cachent derrière ce qui est interdit sont ceux qui ont le pouvoir d'appliquer les décisions. C'est ça le véritable problème. Ça veut dire, comment je dois appliquer une décision alors que moi-même je suis peut-être actionnaire dans X entreprise. Ça fait donc que, au lieu d'appliquer la décision, on vous dit que non, la tolérance administrative, parce que l'État se soucie trop, ou se soucierait
justement de certaines couches sociales, mais vous vous rendez simplement compte qu'en réalité, c'est une faillite en termes de gouvernance et il est grand temps justement qu'on sorte de là parce que la tolérance administrative nous a causé plus de mal que de bien, contrairement à ce que les gens pensent au Cameroun. Alors, le préfet du Mayo Danaï a décidé de prendre les taureaux par les cornes en interdisant la commercialisation dans les rues de ce whisky en sachet. C'est un exemple qu'il faudrait peut-être suivre. Vous connaissez les ravages du whisky en sachet, Revera? Oui, il en va du whisky en sachet comme de beaucoup d'autres choses également, comme Stéphane disait, qui sont interdites mais qui continuent à circuler. Je vais citer également l'exemple du plastique. Non, il est effectivement nécessaire de sortir de ce fourre-tout que nous avons appelé tolérance administrative. Parce que la tolérance administrative est devenue le manteau qui couvre la corruption. La tolérance administrative est le manteau sous lequel tout le monde peut circuler et ce qu'on dit être interdit, très souvent, est un objet de rente pour certains hommes forts du régime et qui disent une chose et ils font le contraire. Et parfois, c'est pour faire monter les enchères. Voilà. Et on met souvent les petits citoyens qu'on voit sur la place sont parfois juste un écran. C'est juste la partie visible qui cache en réalité quels sont ceux qui sont derrière et qui financent, qui soutiennent cela, qui sous-tendent cela. Très souvent, c'est ceux-là même qui passent également à l'écran pour dire non, c'est interdit, non, il ne faut pas le faire, non. C'est un système qui finalement est tellement gangréné qu'il finit par se mordre lui-même. Donc, il y a lieu de passer effectivement à l'acte, d'arrêter ce qu'on appelle tolérance et de commencer à sanctionner. Parce qu'à un moment donné, un système qui installe également l'impunité ne peut plus arrêter la montée, n'est-ce pas, de l'extravagance, de l'incivisme et autres. Parce que chacun se permet finalement de faire ce qui est interdit parce qu'il sait que même en ayant fait ça, qu'est-ce qu'on lui fera? Qu'est-ce qui m'arrivera? Si on n'a pas fait à X, c'est pas à moi qu'on viendra faire. Avant de venir avec moi, il faut commencer également par l'autre. Et si vous me touchez, alors nous allons tous également nous ranger derrière l'autre parce qu'il faut également le toucher. Nous ne sommes pas seuls. Donc c'est un peu ça, cette gangrène. À un moment donné, il faut arrêter l'impunité. Si les lois existent, c'est pour que lorsqu'elles sont transgressées, que ceux qui les transgressent puissent être victimes de la sanction que cette loi prévoit. Il faut sanctionner, quitte à venir par la suite regarder comment est-ce que le sanctionné se soumet à la sanction et peut-être revenir faire des mesures que nous appelons souvent ce qui est donné au chef de l'État comme primauté là. Discrétionnaire. Voilà. Donc, quitte à venir alléger, donc par la suite, la dureté de la sanction ou la longévité de cette sanction, mais il faut d'abord sanctionner pour que le sanctionné, non seulement il se soumette à la réglementation, qu'il subisse les méfaits de son acte et que cela puisse l'amener à s'amender et à se corriger afin qu'il ne soit pas un trouble fait, qu'il ne soit pas un poids dans la marche de la société. Mais si on laisse faire tout le monde et que chacun va faisant ce qu'il veut parce qu'il n'y a aucune punition, ben, on ne pourra plus marcher ensemble parce qu'on va se marcher dessus les uns sur les autres. Révérend, il n'est pas exclu que demain ou après-demain, le préfet du Mayo Danaï reçoive les coups de fil où on va lui dire que non, on sait qu'on a une période électorale, c'est une période très délicate, il ne faut pas bousculer les populations à ce niveau, il faut laisser, il faut penser que ça pourrait arriver. C'est de ça que nous parlons. Vous voyez, comment est-ce que le phénomène de moto-taxi est devenu ce qu'il est? Au départ, c'était une activité interdite. Oui. Et on est parti du fait que plusieurs jeunes désœuvrés, sans emploi et tout ça, des diplômés qui ne trouvent pas d'insertion, arrivent à se nourrir en faisant cette activité et tout. Donc, émotionnellement parlant, il faut pouvoir les laisser quand même se débrouiller, s'en sortir. Et puis, de tolérance administrative, ce qui était interdit, on a commencé à laisser faire. On a commencé à laisser faire. Au fur et à mesure qu'on laissait faire, ça grandissait, et puis c'est devenu invivable. Pire, excusez-moi de dire pire, je préfère le dire ainsi, parce que ça allait à une vitesse où, lorsque le chef de l'État lui-même a fini par en parler dans un sens de valeur, il a valorisé l'activité de ces mototaximans
il les a encouragés dans leur activité, entre guillemets. Ça a encore donné plus d'emphase à la chose. Mais le revers de cette médaille, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve dans la société, dans la rue, finalement, dicté par ces mototaximans qui ne respectent rien, entre guillemets, qui ne respectent aucune réglementation. Et on continue à dire non, il faut avoir le permis de conduire, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Mais quand bien même on cherche donc à s'arrimer pour avoir ça, il y a des exceptions qui t'empêchent même d'avoir ça. Moi, je connais des gens qui ont des travailleurs, qui ont acheté des motos pour pouvoir se déplacer à leur travail. On est arrivé jusqu'à mettre un permis de circuler dans la ville. Dans la ville, oui. C'est-à-dire que tu achètes ta moto pour avoir un moyen de déplacement, pour aller à ton travail. Maintenant, pour que tu puisses circuler ta moto, il faut que tu aies un permis de circuler. Sinon, et lorsque tu veux même aller chercher ce permis de circuler, c'est très difficile de l'avoir. C'est encore plus compliqué. Donc, c'est un système qui est érigé ainsi. Et si on ne l'arrête pas, si on ne s'engage pas à sortir de ce système, on va continuer à s'enfoncer. Parce qu'on va continuer à creuser le mal qui est déjà dense. Hubert Etundi, il y a 3 membres du gouvernement qui plusieurs fois se sont exprimés sur la question de whisky en sachet. Le ministre du Commerce, le ministre de la Santé, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. 3 membres du gouvernement qui ne réussissent pas à faire disparaître le tout petit sachet. C'est quand même curieux. Non, voyez-vous, on arrive à faire partir le tout petit virus qui est le coronavirus parce que les hommes se sont armés, surtout par exemple en Afrique, les hommes se sont armés d'énergie, de capacité. Qu'est-ce que 3 ministres peuvent faire dans une affaire qui a même des causes très profondes? Pourquoi? Parce que si l'on parle de tolérance administrative, il faudrait d'abord parler d'un état de droit et de loi, de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui doit être commercialisé et dans quel état? Lorsque les règles de commercialisation ou les lois qui régissent sont déjà violées, c'est en ce moment qu'on parle de tolérance administrative. Ça veut dire que le problème de fond est celui de la régulation, c'est-à-dire la régulation commerciale. Qu'est-ce qui doit être vendu? Est-ce que ce produit est comestible? Est-ce qu'on doit le vendre? Est-ce qu'il réunit les conditions nécessaires? On valide, oui, il le doit. Mais dès qu'on a dit qu'il ne doit pas, on ne doit même pas le voir. Jean-Jacques, on ne doit même pas voir ce petit sachet-là. On ne doit pas le voir. Ça veut dire que ce que le politologue parle de l'état mou, c'est la profondeur, c'est à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a des normes, il y a une régulation, il y a un arsenal de lois, mais qui en réalité est piétiné. Et dès que cet arsenal de lois est piétiné, il y a d'abord, donc, de manière logique, et même de manière rationnelle, il y a d'abord un corps qui s'élève là. Ça dit que comment ça s'appelle? C'est un rocher qui est d'abord mis en place là. Non, nous on a violé, le révérend disait tout à l'heure que les lois sont piétinées. Nous on a violé cette affaire et nous vendons notre whisky, notre sachet de whisky. Ça nous fait absolument rien et personne ne peut nous inquiéter. Maintenant, il y a des plaintes. Les plaintes sont des plaintes sociales et sociétales, c'est-à-dire que cette affaire est dangereuse. Ah oui. Parce que ça tue. Parce qu'en réalité, ça ne réunit pas les exigences qui sont celles de la consommation. Et on voit comment les gens consomment ça jour et nuit. Et vous voyez, c'est dans les veillées, les machins. C'est pas seulement en ville. En fait, faites un peu le tour du pays. Amusez-vous. En campagne, c'est bien grave. On appelle ça Big Bleu, Big Rouge. Voilà. Il y a des noms de causes. Faites le tour. Vous allez voir comment c'est consommé. Alors, quand c'est consommé comme ça, c'est ce qui a amené les 3 ministres à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que leurs inquiétudes peuvent faire? Lorsqu'il y a déjà l'état des lois commercialisation, régulation de la commercialisation est violé. Ensuite, maintenant, la tolérance à dire non, oui, les gens aiment ça. Vendez, vous voyez, même dans les campagnes électorales, non, tout ça. Quand ils descendent au village, oui. Ils en ont toujours. Alors, ils en ont toujours. Qu'est-ce que les 3 ministres peuvent? Ils ne peuvent rien faire. Le problème de fond est celui donc de la régulation. De la fermeté de la régulation.
Mais si c'est pas ainsi, vous irez appeler le diable, comme votre évêque, non, bon, je sais comme pas si c'est, comme l'évêque appelle le diable. Non, même le diable serait incapable. Parce que les gens ont déjà, la loi a été violée, la loi est violée. Donc c'est comme les rails là, quand le train déraille, mais ça vous devez venir le remettre sur les rails. Si vous ne le mettez pas, ça, il continue. Donc on est dans cette perspective là, on est hors des rails, les gars sont hors des rails, c'est-à-dire ils consomment. S'inquiéter ne veut rien dire. La tolérance administrative franchie, ce qu'il faut faire. Elle a été érigée en mode de gouvernance. Voilà, ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement interdit ça dans un département. Moi, le préfet peut être dépassé de voir comment toute sa population est en train de finir. Il n'est pas le seul préfet à être dépassé. Oui. Je vous dis que moi, je fais constamment le tour du pays. Je dis, allez dans les campagnes. Hein? Ce n'est pas seulement parce que lui, le préfet là-bas, va interdire que cela va disparaître, parce que ça va continuer dans les 50 combien de départements, ça va continuer partout. Donc, il est question que cela soit pris au centre du pouvoir, c'est-à-dire que ce soit le pouvoir central qui dise ok, vous avez acheté ceci, vous avez quelle est l'évaluation du stock, c'est-à-dire le préfet est sur le terrain. Oui. Pendant que ça tergiverse à Yaoundé, lui, il voit les morts sur le terrain, il voit comment les jeunes sont totalement déformés. Si vous avez dans nos campagnes maintenant, vous avez vos camarades du coup moyen d'eux qui ont les dents, je ne veux pas décrire comme le catépia, mais tout est fichu. Mais lui vit ça au quotidien. Il prend donc dans le maillot d'Anna une décision dans sa localité, ben encore que Jean-Jacques Zé, nous sommes là dans une mise en perspective. Encore que vous-même vous avez évoqué l'élément, et j'allais chuter par là, l'élément qui peut le rattraper. C'est-à-dire qu'on lui dira au sommet, on a un période électoral. Si ces gens-là ne consomment pas, et on peut arriver à le maillot d'Anaï. On a Yagua. Voilà. Vous comprenez donc avec les inondations, l'évêque a parlé il y a quelques jours. Toi, tu vas encore venir à laisser faire. J'achève définitivement par là pour dire que c'est un problème complexe. Et c'est l'État central, c'est-à-dire c'est l'État qui doit mettre en place la régulation et de manière ferme. Ce n'est pas faiblir. Comme ça. Sinon, c'est des complicités qui pourraient se cacher derrière. C'est-à-dire qu'on sait qui fournit ça, quelles sont les entreprises qui en produisent. D'abord, il y a un message. Bonsoir Jean-Jacques et votre panel. Moi, je vois que le diable nous gouverne depuis des années. Et pourquoi interdire le calmant que le gouvernement a donné aux jeunes Sadi whisky en sachet, et ce même État reçoit les impôts de ces sociétés qui en fabriquent. Tonga depuis Nkolanga. C'est ce qui complique un peu, Stéphane. C'est ce que je disais. On connaît qui en fabrique. On sait quels sont les réseaux d'approvisionnement des marchés. Justement, on est là dans un malentendu doublement entendu pour justement perdre le temps au peuple. Ils prennent le peuple comme des naïfs. Parce que c'est un malentendu doublement entendu. Ça veut dire l'État connaît qui fabriquent les whisky en sachet qui ne sont pas de bonne qualité au Cameroun. L'État qui est le détenteur exclusif du monopole de la violence physique légitime a les capacités justement de dire que demain, tous ceux qui fabriquent les whisky en sachet arrêtent de les fabriquer. Et j'aime souvent prendre l'exemple de la Covid. On a ressenti au Cameroun que quand l'État veut réguler, l'État régule. L'État a dit que 18h, vous me fermez les bars. Oui, les gens ont fermé les bars. Ça veut dire que quand l'État veut réguler, l'État régule au Cameroun. Quand l'État ne veut pas réguler, l'État ne régule pas. Ça veut dire simplement que la question de whisky en sachet aujourd'hui, c'est simplement parce que celui qui est le détenteur de la violence physique légitime au Cameroun refuse simplement de faire son travail et nous embrouille avec des décrets et des arrêtés, en nous perdant quoi? Du temps. Donc il faut simplement qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est même très grave. Je veux sortir en disant que l'État, dans un territoire, est le garant de la sécurité des biens et des personnes. La sécurité, ce n'est pas seulement le fait de la police, de la gendarmerie, c'est aussi la santé des individus. Ça veut dire que l'État aujourd'hui est en train de dire que je ne suis plus garant de votre sécurité. Parce que si vous nous exposez, parce que l'individu n'a pas les éléments normatifs pour savoir que cette eau est de bonne qualité. C'est l'État qui a les instruments. Oui. Ça veut dire que c'est l'État qui doit être capable de dire que telle eau minérale ne doit plus entrer dans le marché parce que c'est un danger pour la santé de mon peuple ou de ma population. Ça veut dire que l'État doit être capable de dire que ce whisky en sachet est un danger pour le bien-être de ma population. En conséquence, j'interdis sa production
sur mon territoire. Parce que ça sert à quoi d'interdire la vente si on continue à produire? On va vendre à qui? Aux moutons, aux chèvres, aux coqs? C'est la question qu'il faudrait qu'on se pose. Et les marques se multiplient tous les jours avec les noms bizarres. Il y a Tombo. Vous avez quelque chose qui s'appelle Tombo. Ça devient un problème. On précise que les whiskies sont interdits dans la rue, du côté de Yagua, dans le Mayo d'Anaï. Un arrêté préfectoral a fait le cas justement de ce côté-là. Et puis, bon, on est au Cameroun, révérend. Lorsque vous évoquez une question comme celle-là, attendez-vous à une réponse qui va vous ramasser vous-même. Quelqu'un écrit Jean-Jacques Zé. Vous avez évoqué avec vos invités la tolérance administrative. Quel média au Cameroun ne vit pas de tolérance administrative? On a parlé de quelque chose qui nous tue. Qui peut nous tuer? Mais voilà, on te prend à revers. On dit que quel média ne vit pas de tolérance administrative? Donc, on doit laisser. Donc, on ne parle pas de ces whisky en sachet qui font des dégâts tous les jours et dont les quantités se multiplient. Les marques se multiplient, alors que depuis 2014, l'interdiction a été prononcée par les membres du gouvernement révérend. Moi, j'ai même une réaction par rapport à ce titre-là. La vente dans la rue. Donc, elle n'est interdite que dans la rue. C'est ce que le préfet peut gérer. Elle n'est interdite. Donc, en fait, la vente de ce whisky en sachet n'est pas proscrite. Elle n'est interdite que dans la rue. Donc, tant qu'on peut la vendre, voilà, on peut la vendre partout, librement, aisément, sauf dans la rue. Mais le problème demeure. Si tu as que c'est un produit qui est nocif et qui est dangereux pour la santé des citoyens, comme disait encore mon jeune frère le politologue Stéphane tout à l'heure, c'est l'État qui est garant de notre santé. Alors, si l'État laisse faire et qu'on continue à nous polluer avec toute cette variété, tu fais bien de mettre les différents noms, le lion et tout ça, les lions d'or, ainsi de suite. On vu et au-dessus de tout le monde. C'est quelque part aussi une démission de l'État. Pour ne pas dire des gouvernants. Parce que si on prend l'État comme nous tous, on va donc citer les gouvernants. Ceux qui sont donc qui ont le pouvoir de régenter, de réguler, de diriger, ceux qui ont le pouvoir donc d'actionner, n'est-ce pas, tout ce qui est prévu par la loi. Alors, il faut avoir les abeilles, mais il ne faut pas simplement les envoyer là où on a choisi parce qu'on estime que là-bas ça nous fait plus mal. Mais il faut les envoyer partout où ça fait mal à la société pour que les abeilles puissent aller partout où c'est mauvais, arrêter le mal pour que seul le bien prospère. D'accord. Bonsoir le plateau. L'État, c'est la puissance publique. C'est l'État qui laisse faire et simplement parce qu'il tire profit de cette situation. Merci à vous de contribuer à ces échanges par vos différentes contributions. Je tiens à vous féliciter pour votre professionnalisme. Voilà quelque chose qui est bien aussi. Voilà. Et votre neutralité dans la modération de vos débats. Vous savez réguler l'humeur sur le plateau. Merci Freddy. Du côté des DEA. On a beaucoup d'amis là-bas du côté des DEA. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir le panel. Le whisky en sachet nuit à la santé. Comment vont-ils laisser même la cigarette qui est clairement écrite dessus? Les gens prennent donc l'interdiction de ne rien ne va changer. Ils vont toujours vendre. La drogue circule partout et tout le monde le sait. Les vendeurs ne vont pas arrêter et les consommateurs non plus. Nabil depuis Marois, qui pense que justement rien ne va changer, même si on interdit, peut-être pour dire que bon, l'État est peut-être mou, mais le premier garant de votre santé, c'est vous-même. Les consommateurs ne manquent pas. Ils vous diront que c'est parce que c'est moins cher, la santé coûte cher finalement. Non, c'est justement l'erreur qu'on fait. J'ai l'habitude de dire que vous prenez un Français ou un Américain qui est dans une société où l'État régule, vous le mettez au Cameroun, il aura le comportement des Camerounais. Parce qu'en réalité... Alors, pour ne pas sans te couper, je connais l'histoire d'un ancien responsable de Nestlé Cameroun. Il était de nationalité suisse. Et il dit que quand il arrivait au Cameroun, il savait que le bon chauffeur, c'est celui qui va tout droit et qui roule sur sa droite. C'était le bon chauffeur, en respectant les panneaux et autres. Mais depuis que le Cameroun il a compris que le bon chauffeur, c'est celui qui sait surfer entre la droite et la gauche, doubler quand il peut, où il veut, et ainsi de suite. C'est ce qui le retient, lui, du Cameroun. Effectivement, c'était pour démontrer quelque chose. C'est pour dire que l'homme ne s'auto-régule pas. C'est pour ça qu'on va dans le contrat social. Sinon, nous tous, on serait restés dans l'état de nature. On n'aurait pas de contrat social. C'est l'État qui régule, qui éduque. Ça veut dire que quand l'État est fort,
l'État justement va amener l'homme à s'arrimer à ce qu'il voudrait que l'homme soit. Ça veut dire que ce n'est pas aux citoyens, contrairement à ce qu'on dit, de veiller d'abord sur sa santé. C'est d'abord le rôle de l'État en utilisant quoi? Ces appareils idéologiques, parce qu'à l'école, on va t'apprendre ça. À l'église, on va t'apprendre ça. Les partis politiques même vont t'apprendre ça. Ça sont les appareils idéologiques. 2, les appareils répressifs. Ça veut dire que, puisqu'on t'a déjà appris que tu dois veiller sur ta santé, dès que tu violes la loi, donc on t'applique la loi. Est-ce que vous avez déjà suivi qu'on a arrêté, par exemple, un vendeur de whisky en sachet ou un producteur de whisky en sachet qui produit des whisky en sachet qui ne respectent pas les normes et qu'on lui a appliqué la loi dans, j'ai envie de dire, sa stricte, j'ai envie de dire quoi? Dans sa rigueur, toute sa rigueur? Non. Il faudrait donc qu'il y ait des sanctions, parce que quand il n'y a pas de sanctions dans une société, en réalité, chacun fait n'importe quoi. Et c'est toujours trop facile de vouloir tout rejeter sur la population. Sur la population. C'est trop facile de le dire, de dire que non, c'est d'abord le citoyen. Le citoyen ne s'autorégule pas, j'insiste. Parce que quand vous étudiez l'État, quand vous présentez les éléments constitutifs de l'État. Mais c'est quand même ta santé, non? C'est quand même ta santé. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de le dire. Quand on vous présente les éléments constitutifs d'un État, on vous présente la population, on vous présente le territoire. Et après, on vous présente ce qu'il a appelé le gouvernement. Et on vous précise que c'est ce gouvernement-là qui régule. Ça veut dire que c'est ce gouvernement qui crée des lois, qui veut à ce que ces lois-là soient appliquées, qui veut à ce qu'il y ait la paix, qui veut à ce qu'il y ait la santé, qui veut à ce que les gens puissent se soigner, qui veut à ce que les gens ne vendent même pas le faux médicament. Ce n'est pas le... Puisque quand moi je vois le paracétamol et je sors par là au marché, je ne sais pas si c'est un bon paracétamol ou pas. C'est l'État qui doit se charger à ce que le paracétamol qui arrive sur le marché soit de bonne qualité, parce que moi je suis ignorant. C'est l'État qui doit se charger à ce que le whisky en sachet qui est vendu, que ce soit dans la rue ou hors de la rue, soit de bonne qualité, parce que moi je ne connais pas si c'est de bonne qualité ou pas. Donc arrêtez parfois de déresponsabiliser l'État là où l'État doit être responsable. Il ne faudrait pas seulement qu'on choisisse des endroits où l'État doit être responsable et où il ne doit pas être responsable. Dans un territoire, l'État est responsable de tout. D'accord. Bonsoir Gisette. Pourquoi interdire la vente du whisky en sachet dans les rues? Et pourtant, l'État connaît les usines et les différents canaux de distribution qu'il peut saisir ou fermer. Une fois de plus, les dirigeants s'attaquent aux pauvres citoyens qui cherchent à survivre. Pour ma part, il faut s'attaquer directement aux producteurs. C'est Noé Ngande depuis Douala qui réagit également relativement à ce sujet de mise en bouche qui concerne les whisky en sachet que nous on ne veut pas mettre dans la bouche en tout cas. Bonsoir. Souvenez-vous qu'un préfet avait interdit la diffusion de l'œuvre musicale Coller la petite. Le lendemain, les ventes de tubes ont été multipliées. Christian, c'est pour dire quoi? Que comme le préfet a interdit dans la rue, là, ça va plutôt multiplier les ventes de ce côté-là. Mais là aussi, il ne faut pas demander à l'État. Là, c'est ta conscience qui doit pouvoir te parler. Bonsoir à vous. J'ai une question. Est-ce que la tolérance administrative ou du business juteux? J'ai une question. Est-ce de la tolérance administrative ou du business juteux? Veut dire qu'on fait semblant de tolérer, mais alors que dans le fond, c'est parce qu'on gagne quelque chose. Ça peut s'interpréter comme ça, mais dans le fond, c'est pas ça. La tolérance administrative est un type de gouvernance, en réalité, qui procède par une faveur qui est bénéfique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas une faveur piégeuse aussi? Ça peut être ça, mais d'abord, c'est que l'État, en principe, qui doit réguler et qui constate que dans la régulation, parce que j'ai dit la tolérance administrative n'est pas hantée, hein? Elle est postée, c'est-à-dire qu'elle vient après. C'est-à-dire quand on a les lois ne sont pas respectées, on dit bon, il faut tolérer. Donc, c'est d'abord que l'État sait lui-même que dans ce domaine-ci, je n'ai pas régulé et que je suis dans une situation de fait. Alors, étant dans cette situation de fait, l'État vise à s'octroyer d'abord son propre bénéfice en laissant l'activité. Mais, au plan pratique, et c'est pour ça que le monsieur qui vous a posé la question sur les médias avait pratiquement raison,
Au plan pratique, on sait que cette tolérance administrative est comme une chape de Vous plomb. assujettit un peu, c'est un piège. C'est une chape de plomb sur votre tête. L'épée de Damoclès qui est accrochée. Vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup sont tombés dans le cadre de cette chape de plomb. C'est pour ça que sa question est très importante. C'est-à-dire que, est-ce que en réalité, non, le monsieur qui vous a dit que combien il y a des médias qui sont également sous le régime de la tolérance administrative. Oui. Vous le savez très bien, on n'a pas envie de déballer ici. Nous sommes entre nous, on n'a pas envie de déballer. On sait qu'à un moment donné... dire que c'est très malin. C'est ce que je suis en train de dire. Au-delà du bénéfice. Dans cette situation, ce n'est pas pour dire que les médias n'ont pas introduit des dossiers pour avoir les licences, mais on ne vous répond pas dans la plupart des cas et on vous laisse dans ces situations. Au cas où il arriverait que vous alliez un peu dans une direction qui ne convient pas à ceux-là, on dit d'abord... Non, pour être empiriquement vrai, disons que il y a par exemple une somme à payer pour le cas des médias. On avait, c'était au départ, c'était 100 millions de francs CFA pour avoir tous vos papiers, tout votre nécessaire. Mais au départ, soit certains n'ont pas payé, soit on a fait le dilatoire dans le modèle, dans le processus du paiement. En fait, ce qui est clair, c'est qu'on s'est retrouvé dans la tolérance administrative, qui a fait que, c'est pour ça que vous dit parler de pièces, qui a établi donc une chape de plomb, c'est-à-dire que quand vous voulez parler, on vous rappelle... C'est quoi cette photo? C'est quoi cette photo? Un gars qui dit quand lui boit ça, il est comme un général. Il est le général. Donc, quand il a dit ça, il est le général. Oui. Donc, quand vous voulez, vous connaissiez pas envie de citer les médias ici, dès que vous voulez sortir du cadre discret et secret de travail et des clauses de la tolérance administrative, on tape sur vous. C'est ça. Donc il y a ces deux. Je conclue avec la question de ce monsieur. C'est justement pour un bénéfice juteux de l'État. Mais attends, les gens ont dit ici, est-ce que l'État ignore les entreprises, les usines, les lieux où on produit ce whisky? Vous pensez vraiment que l'État du Cameroun ignore les endroits, les lieux? J'ai introduit en parlant de la Covid et il a repris. Vous pensez que si l'État dit aujourd'hui de maintenant à demain ou en 3 jours, tous ces usines sont fermées, l'État ne le fera pas? Il a parlé on appelle ça des mesures coercitives. Oui. Et on peut m'appeler si on sort un peu quand on prend par exemple un fait sociologique, non, prenons seulement le fait sécurité, ça c'est contraignant, c'est-à-dire que ça vous impose. Et l'État, ce qu'il n'a pas cité tout à l'heure, l'État a le monopole de la violence légale. Oui. Ça, on l'a appris. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que je ne suis pas entièrement d'accord avec lui de dédouaner totalement la population, parce que dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est vrai que l'état de nature est un état de jungle, est un état où en réalité c'est la mort, c'est le désordre, et que l'état civilisé, le contrat social amène donc à ce que les consciences deviennent collectives, mais les consciences ne se dissoudent pas de leur responsabilité individuelle. C'est-à-dire que dans la collectivité, chaque conscience a sa responsabilité individuelle. Ça, oui. C'est un élément de taille. Mais je reviens sur le monopole de la violence légale de l'État. Si l'État dit d'ici à demain, je ne veux plus voir ça, l'État a tous les outils pour faire tout ça. D'accord. Bonsoir, panel. Pour éradiquer définitivement le whisky, on est d'accord avec vous, en sachet. Il faut fermer les usines de fabrication. Voilà, François-Xavier Dobala qui le dit. Bonsoir sur le plateau. Concernant la vente des whisky en sachet, vous dites qu'il revient aux citoyens de s'autoréguler. Si tel est donc le cas, à quoi servent la justice, les forces de l'ordre et de sécurité? On n'a pas dit que les populations doivent absolument s'auto-réguler. Je crois que le politologue et le panafricaniste se sont complétés finalement dans cette affaire-là. Ne faudrait-il pas les supprimer puisque le citoyen a le devoir de savoir ce qui est bien ou mauvais, le politologue l'a dit, ou bien le rôle de la justice et des forces de l'ordre et de sécurité est de traquer seulement ceux qui dénoncent l'ordre gouvernant. Voilà, la question ne pouvait pas manquer à la fin. Bonsoir. Le panel, félicitations pour la pertinence du sujet
et la tenue parfaite du plateau, la tolérance administrative que l'État a instaurée et entretient pour élargir son assiette fiscale, a érigé l'incivisme et la corruption en règle. Qui ne connaît pas là où on vend le gibier en Kolondongo? Les taximens bâchent, même les officiers de police, tout le monde conduit d'une main et l'autre au téléphone. Les bars restent ouverts après minuit, après l'onction des FMO qui passent collecter la cotisation. C'est l'OTVP qui est devenu ODVP. Il fallait définir aussi. On sait que l'OTVP, c'est l'occupation temporaire de la voie publique. Maintenant, l'OD, avec un D, pourrait être quoi? Il faudra nous dire ce que finalement c'est devenu. Le panel et tout particulièrement M. Jean-Jacques Zebref, la problématique du whisky en sachet au Cameroun est comme l'opposition au Cameroun. Ça devient intéressant. C'est-à-dire, le jour, on parle mal du régime en place et la nuit, on dîne avec le régime en se moquant de la population comme pour dire que l'État interdit, mais il donne des agréments après. Fabrice Adjang depuis Bonadibon, du côté de Douala, donc il se moque de nous alors. Quelqu'un a chanté de qui se moque-t-on finalement? Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir également à ton panel. La mission prophétique de l'État justement d'annoncer et de dénoncer. Voilà, je crois qu'on est en train d'entrer finalement dans notre thématique concernant le whisky en sachet. Bonsoir, un ministre interdit la vente du whisky en sachet, un autre viendra le libéraliser. Souvenez-vous de la chicha, Raphaël Marois, la chicha qui a pratiquement opposé 2 membres du gouvernement, l'un interdit, l'autre lui dit que ce n'est pas de ton ressort, et la chicha se vit tranquillement. Les ministres, chacun dit finalement, je lave les mains sur l'affaire, là ça semble compliqué. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonsoir au panel, et à un moment donné, comme le confrère du panel soulignait, que l'État arrête de nous saouler avec les textes. Ça devient déjà à la limite de la moquerie. Du coup, on se rend donc compte que l'État fuit ses responsabilités et livre simplement la population à tombeau ouvert. Il y a même un whisky qui s'appelle Tombeau. Et je ne manquerai donc pas de souligner que dans cette danse étatique, qu'ils y trouvent leur intérêt et jouent juste à la comédie. Leur force, c'est seulement nous moulinexer. Le néologisme fort. Moulinexer et frigoriser et dire demain qu'il est un monstre froid. Où est donc le principe de régulation des normes pour la sécurité des citoyens? Où en sommes-nous avec l'interdiction des chichas? Je m'arrête là pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu... voilà, c'est Julien Besson, juriste historien depuis Yaoundé, du côté de l'Omnisport. Un message qui vient de l'étranger. On va rapidement lire. Bonsoir, Gisèle. Le préfet est hors la loi. Il y a un décret l'année dernière qui prolongeait la vente de ces whisky pour 4 ans. Vous voyez, donc, c'est vrai qu'il y a eu des moratoires, mais est-ce que c'était des décrets? On a accordé à ceux qui en avaient déjà d'écouler leur stock, mais on a eu l'impression qu'ils ont plutôt encore multiplié les stocks là. Est-ce qu'on a les moyens de contrôle pour savoir que le stock qui était là a été finalement épuisé? Bonsoir au panel. Pour éradiquer définitivement le whisky en sachet, il faut fermer. Voilà, c'est le même message qui est venu d'Obala tout à l'heure. Alors, pour sortir par là, révérend, certains disent que quand on voit les Camerounais fabriquer ces whisky en sachet, ça veut dire que c'est des génies. Est-ce qu'on ne peut pas aborder la question autrement? Aller vers ces fabricants, voir ce qui n'est pas dans les normes, les amener aux normes et mettre de l'argent pour que ça devienne des vraies structures de production des whisky. Oui, Jean-Jacques, là tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. En réalité, on a souvent parlé de la fuite des cerveaux. Pour ceux de nos enfants qui, ne trouvant pas moyen de s'insérer ici, sont obligés de partir par toutes les voies que nous connaissons et beaucoup périssent par la mer et autres. Non, effectivement, il y a lieu de réfléchir profondément sur le type de citoyen que nous avons, sur le type de formation que nous avons donné à nos enfants, pour pouvoir voir les intelligences qui émergent du lot et savoir comment les utiliser. Effectivement, ce sont des génies. Parce que ceux qui fabriquent la bière même, au-delà du whisky, il y a également la bière qu'on embouteille. Même les marques les plus prisées, voilà. Les Heineken et les consorts, on a vu à la télé comment on a pu... ils arrivent à nous entrouper tous et à mettre ça en vente et ça circule. Vous voyez bien que lorsqu'on a envie d'arrêter ça, on le fait. Donc on n'arrête pas parce qu'on ne veut pas arrêter. Lorsqu'on veut arrêter, on le fait. Moi, j'ai un très bel exemple, à côté du Covid, un très bel exemple que j'aime citer, c'est les parkings. Les parkings publics.
comment est-ce qu'on on est arrivé à réguler le package d'un véhicule dans la ville? Dès qu'on met le sabot, il n'y a pas de négociation, tu vas payer 25 000, et lorsque tu as payé 25 000 une fois, il ne te revient pas à l'esprit d'aller payer 25 000 une deuxième fois. Du coup, tu apprends à bien paquer ton véhicule. Et du coup, on est arrivé à paquer le véhicule, même à 1 kilomètre de là où on partait. Alors que là, on avait envie de paquer le véhicule à l'entrée du lieu où on va résider. C'est ça la régulation. Là, justement, il faut pouvoir y arriver. Il faut prendre le taureau par les cornes, mais il faut avoir le courage de l'action. D'accord. On a dit d'aborder la question peut-être autrement. Ramener tout cela dans les normes, ça peut créer des emplois. Ça peut également mettre en scène le génie. Peut-être créer des marques de whisky qui pourraient s'appeler Tombeau ou autre chose, mais quand même qui sont des made in Cameroun dans les normes. Oui, justement, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devrait, par exemple, fermer ces différentes usines qui existent, parce que c'est dans le whisky en sachet, c'est dans la bière, c'est dans beaucoup de choses. On pourrait plutôt, j'ai envie de dire, normer ces fabrications et mettre ça justement maintenant à la disposition du consommateur camerounais, tout en étant sûr maintenant que le produit qu'il consomme n'est pas nocif pour sa santé. Parce qu'en même temps, ça permet de s'industrialiser. Ça veut dire qu'on peut capitaliser, parce qu'il faut quand même être ingénieux pour pouvoir faire ce que certains Camerounais font déjà. Même si ça fait c'est les torboyaux, justement. Mais peut-être qu'en normand, ça peut arranger. Maintenant, il faudrait que l'État accompagne, parce que généralement, on se retrouve dans cette situation par manque de moyens. Et il y en a donc des défauts de fabrication. Il faudrait donc maintenant que l'État accompagne pour que le produit soit consommable et qu'il ne soit plus nocif à la santé. Et je sors avec un élément, parce qu'il faut quand même que notre État soit sérieux en termes de politique publique. On a évoqué les motos ici, là. Allez lire le plan triennal spécial jeune. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas sérieux dans nos politiques publiques. Est-ce que vous savez que dans les emplois qu'on devait créer, l'État devrait acheter les motos aux jeunes Camerounais? C'est dans le plan triennal spécial jeune. Et je suis sûr que parmi les emplois que le président compte souvent, il compte les motos qu'on a achetées aux jeunes Camerounais, parce que ça se retrouve dans son plan triennal spécial jeune. Donc vous voyez que le problème part d'abord des politiques publiques que nous concevons pour notre société. Parce que si vous concevez des mauvaises politiques publiques, elles auront des conséquences qu'on voit aujourd'hui, où quelqu'un va aller finir de fréquenter et il va se retrouver justement en train de faire ce qu'il n'a pas appris à l'école. Donc, revoyons nos politiques publiques. Ayons des politiques publiques qui correspondent aux problèmes de notre société, d'où la nécessité d'une véritable décentralisation dans notre pays. On va chuter par là et puis on va entrer justement dans ce communiqué du gouvernement, déclaration de certains évêques de l'Église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, signé du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. On a dit les mots et les mots du communiqué du ministre René Emmanuel Sadi. Sur les mots, ceux qui ont lu ce communiqué se sont arrêtés pour mots avec OTS. Le ministre dit ceci: tout en reconnaissant le droit de tous à la liberté, à la libre expression de leurs opinions, dans les limites fixées par les lois de la République, le gouvernement déplore vivement la véhémence, un mot, de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. Parole au politologue. Sur ces mots, qu'est-ce que René Emmanuel Sadi veut nous faire comprendre? Ce que je peux dire sur ces mots, parce que moi-même c'est le premier paragraphe qui m'a interpellé. Dans ce premier paragraphe déjà, le ministre ressort un principe de la laïcité, contrairement aux analyses qui ont été abondamment relayées par certaines personnes. Et je leur disais justement, quand ils débattaient par rapport à ça, que la laïcité ne vous enlève pas votre liberté d'opinion. Mais sauf que votre liberté d'opinion doit obéir à quoi? À la réglementation de votre pays. Il est en train de dire en réalité que chaque individu, qu'il soit prêtre ou non prêtre, a le droit à une liberté d'opinion par rapport à la gestion de la cité, mais dans le respect de la réglementation.
Et il poursuit maintenant en disant que ce qui le dérange, c'est l'exagération et l'extrapolation de certaines personnes. On a eu des évêques qui ont convoqué le diable, et on a évoqué ça ici. Donc le problème maintenant, c'est l'exagération et l'extrapolation, et aussi la mauvaise interprétation des propos du chef de l'État. Alors, c'est là le problème. Mauvaise interprétation des propos du chef de l'État, ce qu'il a dit, interprétation spécieuse et abusive du propos du président de la République sur sa détermination à servir. C'est là qu'il y a eu des problèmes d'interprétation. Il nous fait comprendre qu'on a mal compris. Exactement. Le ministre porte-parole du gouvernement, et c'est là où je suis un peu embarrassé. Parce que là, je me pose la question si c'est le porte-parole du gouvernement qui a parlé ou le militant du RDPC. C'est là où je suis embarrassé dans son communiqué. Parce que ce n'est pas au porte-parole du gouvernement de nous interpréter, de nous dire si le président a dit qu'il sera candidat ou pas. C'est au chargé de la communication du RDPC de nous dire qu'en réalité, vous avez mal compris le discours de notre champion. Notre champion ne s'est pas encore prononcé. Ça veut dire que le MINCOM aurait dû s'arrêter là, à s'en tenir, à nous faire une leçon sur la laïcité et à nous faire des reproches sur l'extrapolation. Pas à nous faire une interprétation subjective, parce que là on est dans une interprétation subjective. C'est un peu comme si c'est le militant du RDPC qui nous restitue la pensée du RDPC, ou alors la vision, ou alors j'ai envie de dire quoi, la pensée du président du RDPC et non du président du Cameroun. Parce que à cette partie du communiqué, justement, on a l'impression que le militantisme a déshabillé l'administrateur. On s'est retrouvé dans un communiqué du militant et non un communiqué de l'administrateur. Parce que rien ne justifie que ce soit un membre du gouvernement qui vienne vous dire que, attention, le président n'a pas encore posé sa candidature. Le moment venu, il va vous dire s'il est candidat ou pas. Ça veut dire simplement que c'est le militant qui parle. Mais je suis quand même content de son communiqué parce que quelque part, ça apporte certaines précisions et ça nous rassure quand même sur certains points qui étaient posés. Le deuxième point, c'est le fait qu'il vous rappelle que il ne faut pas confondre la sortie de certains prélats à l'église catholique. Dans son communiqué, il le dit, c'est certains prélats qui sont sortis et qui ont le droit de donner leur opinion, mais il ne faut pas assimiler ça à l'église catholique parce que l'État du Cameroun continue d'entretenir des bonnes relations avec l'église catholique. Et il vous rappelle encore... Mais l'église catholique elle-même aurait pu le dire, non? Puisqu'il y a une conférence épiscopale qui est rassemblée, pourquoi est-ce qu'elle ne se prononce pas pour dire que ce n'est pas l'église catholique qui s'est exprimée? Pourquoi est-ce que c'est le ministre de la Communication qui vient nous rappeler qu'on ne doit pas confondre entre cette sortie à celle de l'église catholique? Non, c'est une sortie qui est en même temps politicienne, parce que ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens dans la mesure où, s'il ne faisait pas cette sortie, l'opinion publique serait restée, aurait eu l'impression, ou aurait continué à garder l'impression selon laquelle c'est l'église catholique, parce que c'est ce qui était relayé. Et lui, il communique en tant que membre du gouvernement, et c'est à l'église catholique, si elle jugeait nécessaire, de faire aussi une communication. Et en même temps, ne pas communiquer, c'est communiquer. Mais je pense que le membre du gouvernement, qui est le porte-parole, a pensé qu'il fallait qu'il communique pour que les choses soient claires. Et comme je le disais tantôt... Là c'est les mots. Est-ce que derrière ces mots MOTS, vous avez décelé quelques mots MAUX? Oui, j'ai décelé quelques mots. J'ai décelé quelques mots dans le sens où, quand vous lisez attentivement le communiqué du ministre, vous avez l'impression que le discours du président de la République, ça c'est mon impression personnelle, était une sorte de teasing. Teasing dans le sens où peut-être qu'il voulait voir... Enfin, un sondage. Justement, un sondage d'opinion par rapport à sa candidature. Parce qu'en sciences politiques, il n'y a pas de fumée sans feu. Le discours du président de la République n'était pas anodin. Quand j'ai lu le communiqué du ministre, j'ai relu le discours du président de la République, je me suis rendu compte que le président a voulu sonder les Camerounais par rapport à une éventuelle candidature. Et en fonction des réactions, il pourrait vous dire à la longue s'il est candidat ou pas. S'il se rend compte que le peuple camerounais n'est plus véritablement preneur d'une candidature, il pourrait vous dire qu'il n'est pas candidat. Mais s'il se rend compte que ça peut passer, il pourra vous dire qu'il est candidat. Et à ce sujet-là, le MINCOM dit, au demeurant, s'agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même
qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Hubert Etundi, vous avez lu le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Sur les mots, on a retenu d'abord ce premier paragraphe qui est très important, qui parle d'interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République. On dira que le MINCOM est venu recadrer un débat qui est né du discours même du chef de l'État le 31 décembre. Il y a une première chose qu'il faut dire, et peut-être qu'il ne faut pas abondamment dire que le ministre de la Communication, je crois qu'au regard de sa sortie et de toutes les sorties qu'on a eues jusqu'ici, côté pouvoir en place, des entités, des personnes qui sont prononcées, ici nous avons un discours position du gouvernement de la République, c'est ce que j'ai cru entendre. Et si l'on dit discours position du gouvernement, ça suppose que l'architecture gouvernementale s'est rassemblée et a étudié, y compris le président de la République lui-même, pour dire voilà notre position. Donc, il s'est passé quand même un bon nombre de jours entre le discours du 1er du 31 au 1er et le 7. Nous sommes le il y a quand même une semaine. Nous sommes hier le 7. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez observé en termes diplomatiques et même en termes géopolitiques et géostratégiques, parce que n'oubliez pas qu'ici nous sommes dans la construction d'un rapport de force. Ou alors dans les échanges de rapports de force. Parce qu'il a parlé de la dualité, en fait, ou de l'ambivalence qui serait compris entre le militant du RDPC qui parle et le membre du gouvernement qui parle. Je crois qu'ici, selon ce que moi j'ai lu, des mots, les mots, c'est la position du gouvernement de la République. Et la position du gouvernement de la République, c'est pour ça que quand on étudie les superstructures, le défaut chez nous, et même au niveau des médias, on fait ce défaut. Le défaut, c'est de personnaliser le gouvernement. Parce que dès qu'on a rien dit dans un gouvernement, le révérend, non, on enlève même le révérend, on dit, Monsieur Paco, si c'est dans l'architecture ensemble de l'Église qui agit, ça prend déjà des coups. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est plus ensemble, ce n'est plus la structure ensemble. Ça veut dire que la personne ou la personnalité elle-même se trouve, ça dit qu'elle prend les devants. Ça peut être ça dans les actions des ministres, de tout ce qui compose. Mais ici, pendant les 7 jours, et quand j'ai vu ce communiqué sortir hier, j'ai vu position du gouvernement. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que les leaders, ou alors certains, toutes les réactions, voici la position du gouvernement de la République. Donc vous êtes d'accord que ce serait peut-être un sondage qui a été lancé après le discours du chef de l'État et les conclusions sont peut-être contenues dans ce communiqué. Là, vous entrez encore dans une autre attitude qui est toujours, qui en réalité est toujours le fond de l'action du gouvernement ou de la République du Cameroun. Parce que dans la majorité des cas, vous n'avez jamais vu Paul Biya prendre directement les devants. Hein? Ouais, ça c'est que ce soit au plan politique, que ce soit au plan gouvernemental ou même diplomatique. C'est-à-dire, il y a toujours des jets, il y a toujours une subtilité dans la parole. Qu'est-ce qui vous dit que dernièrement, quand il était à l'étranger où on disait mort, ce n'était pas aussi la même expérimentation? Alors, est-ce que ce n'est pas un recul, une attitude prudente au lendemain de son discours, où on a bien suivi le président dit que ma détermination à vous servir reste intacte et qu'il y a une sorte de je ne veux pas dire clameur, parce qu'il y a quand même également les gens qui ont dit on te soutient dans cette affaire. Est-ce que ce n'est pas une mesure finalement prudente par rapport à l'engagement
que le chef de l'État semblait avoir pris le 31 décembre? Pour avoir lu ce discours déjà, je crois au moins 15 à 20 fois. Et vous avez beaucoup de temps là. Et Vous êtes un vrai citoyen. Le discours. non, ce n'est pas seulement le discours du président. Vous préparez un livre. C'est pas seulement, vous savez que j'en compte au moins 2 ou 3. Un quatrième peut-être. C'est pas seulement le discours du président de la République, c'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses. Mais j'ai dit ce discours, et je vais vous surprendre, qu'en principe, c'est l'avant-dernier paragraphe Oui. de ce discours. Et dans l'avant-dernier paragraphe de ce discours, comme vous avez dit les mots, Oui. M-O-T-S, cet avant-dernier paragraphe du discours dit « Ma détermination reste ferme à continuer à vous servir. » Au regard des défis et de l'ampleur des défis au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, comme René ça dit. Non, je ne prétends pas. Non, je ne veux pas prendre la place du ministre ici. D'accord. Le ministre est un grand... Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on passait au cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, quand on arrivait au moyen 1, moyen 2, on nous parlait d'explication de... Le texte. Au regard des défis et de l'ampleur des défis au quotidien. Nous avons là le mot quotidien. Ça veut dire que la prospective ici, ou la perspective ici, avec ce mot quotidien, a déjà une limitation. C'est-à-dire l'ampleur des défis au quotidien. Et quand on ajoute à cela que nous sommes en cours d'un mandat électif, et que ce mandat électif court, Ouais, une dizaine de mois. voilà, on prend donc, voilà. non, nous sommes dans l'explication de texte, on prend donc cette ampleur au quotidien là, j'ai dit vraiment dans l'explication de texte, que c'est des affaires de quotidienneté et de la poursuite de ce mandat. Maintenant, Non, ne changez plus. Hein. j'ai dit ceci. Ah, d'accord. J'ai dit ceci. Maintenant, est-ce qu'on va interdire aux gens de faire une prospective, une perspective là-dessus? Non, René Manuel Sadi ne veut pas. Il Voilà. dit que C'est le pour ça que je gouvernement, vous dis... que le chef d'État lui-même a dit qu'en temps opportun, il fera savoir s'il se porte ou non candidat à cette élection. Et il ajoute, le gouvernement invite donc les uns et les autres à s'en tenir à cette réponse. Je ne voulais pas aller jusque-là. Je ne voulais pas aller jusque-là pour dire, parce que vous avez dit, je veux expliquer comme le ministre. Non, je ne suis pas, le gouvernement m'a pas envoyé ici, il ne représente pas le gouvernement. Loin de là. Hein? Mais, par la simple, comment on dit, même dans la recherche scientifique, on procède par l'observation. Et les mots, comme vous avez dit là, on les définit et on les comprend. On peut avoir une dimension propre des mots et une autre figurée. Donc on est d'accord avec René Emmanuel Sadi. Naturellement, si on fait cette analyse avec cette grille-là. Dans tous les cas, le chef de l'État n'a pas besoin formellement de se déclarer candidat parce que la loi ne le lui interdit pas et puis les textes du RDPC prévoient que le président national est le candidat. Revenant sur ces parties essentielles de ce communiqué qui semblent être des réponses à nos hors-sujets. Parce qu'on se rend compte que Emmanuel Sadi a pensé que nous on était hors-sujet lorsque nous soulevions le discours ici. Ce dernier paragraphe, l'avant-dernier, dès qu'il a dit, tous les panélistes ont dit, ça y est, il est candidat. Et René Emmanuel Sadi dit qu'on l'a mal compris. Je pense que le discours du chef de l'État a produit peut-être une réaction inverse de ce qu'ils auraient souhaité. Je mets maintenant il au pluriel, parce que en tant que le leader de tous ceux qui sont en train de réagir, maintenant il faut constater que c'est beaucoup plus les militants du RDPC qui réagissent, fussent-ils ministres de la République. Ils n'en sont pas moins militants et pas n'importe lesquels. Parce que le ministre Sadi sort après le ministre Oona. Oui. D'accord. Il agit à titre personnel. Oui. Nous connaissons leur position dans l'appareil politique du mouvement auquel ils appartiennent, le RDPC. Nous connaissons leur position. Donc, secrétaire général adjoint du comité central, René Sadi est membre du bureau politique, c'est-à-dire que les patrons. Il a été quoi?
secrétaire général. Voilà. Donc, ils viennent comme pour nous donner la bonne lecture qu'on devrait avoir de la sortie de leur champion. Parce que clairement, ils le répètent à tue-tête, leur texte prévoit que c'est le chef de leur parti qui est leur candidat. Il l'appelle d'ailleurs le candidat naturel. Oui. Donc, il n'y a même pas de débat sur l'éventuelle candidature de chef de l'État. Tant qu'il demeure le responsable, le président de ce parti politique, il est le candidat de ce parti politique. Donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc venez dire autre chose qu'on voudrait pouvoir dire. Moi je voudrais faire la lecture de dire que c'est plutôt le contraire qu'on veut dire. Qu'il n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Oui. Explication de texte. C'est logique. Version du révérend. Oui, ça c'est qu'il dit est très fondé. Parce que d'office, il est candidat. Oui. Et lorsqu'il vient rassurer ses militants, ses concitoyens, les électeurs, nous sommes en année électorale, il a bien fait de le rappeler et de préciser qu'il y aura 2 élections, la présidentielle et les régionales. Donc, nous sommes en début d'année et c'est l'année électorale et il vient rassurer l'électorat pour dire, soyez-en sûrs, je suis encore en verve et capable de continuer à vous satisfaire dans la conduite des affaires de la société. D'ailleurs, j'y tiens. Je tiens à continuer la mission que vous m'avez donnée. C'est ça le langage que nous... Alors, dans quel espace? Puisque René Emmanuel Sadi nous dit qu'il est encore sous mandat, son mandat court encore, et que peut-être son propos se limitait dans le cadre de ce mandat. Ça peut être le cas. Il est sous mandat et qu'il nous confirme que je continue. Il n'a même pas besoin de nous confirmer. Il est sous mandat tant que le mandat... Tant que le mandat continue et que personne ne lui a contesté la continuité de son mandat, il n'a pas besoin de nous dire que je vous rassure que je continue. Il est en place et il continue son mandat. Donc, le thème, l'assurance qu'il voudrait nous donner, c'est celle de nous faire savoir que même après ce mandat, pourquoi on ne veut pas qu'on le pense aussi, même après ce mandat, je suis encore en verve et à même de continuer à satisfaire aux exigences de ma mission. Là, c'est votre compréhension, révérend. Alors, ce n'est pas ce qu'explique René Emmanuel Sadi. Oui, maintenant, je continue à dire que c'est une sortie des membres du gouvernement, certes, mais c'est une sortie de haute autorité du parti politique qui nous gouverne, le RDPC, qui, justement, je parlais de l'effet inverse, qui, en voulant rassurer la population, a reçu le message inverse du leur, venant de la population, qui leur dit, ben attention, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne naviguons pas, n'est-ce pas, sur le... Donc, ils se rendent compte qu'il y a un message contraire qui arrive. Et la réaction immédiate a été de vouloir taper sur les premières personnes, disons-le entre guillemets, fortes, qui portent ce message de la population, parce que il ne faudrait pas nous laisser croire que tous les Camerounais ont compris autre chose que seuls les militants du RDPC savent comprendre. Encore que plusieurs militants ne l'ont pas compris. Hein. Eux-mêmes, René Emmanuel Sadi a dit que vous êtes allé un peu plus vite. Voilà. Donc, il y a un message qui est revenu en face, après la sortie de notre père, le chef de l'État. Et face à ce message, il y a lieu de s'arrêter et de réorganiser, de se regarder de nouveau dans le miroir, de se reconstituer et de dire qu'est-ce que nous faisons, où allons-nous. C'est pourquoi... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'incertitude finalement après cette sortie? Mais c'est là où je voulais arriver. Je voulais arriver pour dire dans les mots avec MAUX. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, à quelques mois, c'est même tard, de mon point de vue, pour le RDPC, de nous vouloir nous faire croire que ils n'avaient pas M. Pobia comme candidat et qu'ils ont un autre candidat à côté, qu'ils ont préparé et tout. À quel moment pensent-ils pouvoir le préparer? À quel moment pensent-ils pouvoir le présenter? À quel moment pensent-ils pouvoir nous amener à l'accepter et adhérer à cette mouvance? Est-ce qu'ils ne sont pas pris dans leur propre piège de continuité et de dire que nous avons toujours gagné, nous gagnerons toujours et notre champion est là et tant qu'il est là, nous sommes assis et bien assis.
Peut-être qu'ils sont pris à leur propre piège et il faut réagir. La réaction, comme je disais, des administrateurs immédiatement a été celle de vouloir frapper et de vouloir sévir, mais ils se sont rendus compte qu'en face également... C'était la mauvaise option. Voilà, c'était la mauvaise option. Il y avait garçon en face. Et donc, il y a cette double sortie, après celle de Grégoire, on a celle de René Sadi qui viennent tempérer, qui viennent apaiser et qui viennent rappeler qu'il faut laisser les Camerounais s'exprimer. Raison de plus, lorsque nous nous exprimons ici, nous ne nous exprimons pas ici parce que nous en avons envers ou contre X ou Y, mais nous portons le message qui, pour leader de société civile que nous sommes et pour chacun de nous dans sa casquette, sont une expression d'abord des citoyens et ensuite de communauté. Donc, il est même intéressant pour ceux qui nous gouvernent d'avoir ce retour des gouvernés pour savoir réajuster et rééquilibrer la machine ou la balance afin que le bateau ne tangue pas. D'accord. Bon après-midi et merci pour la façon dont les débats sont menés. Je suis Anthony Takunju depuis Nkolbison. Monsieur Jean Axé, ne pas oublier qu'avant les réactions d'après-discours du président, il y en avait eu avant. Nous pensons à Monseigneur Cléda qui trouvait irréaliste une probable candidature de Paul Biya. Bonsoir, vous savez, le président de la République a fait un discours et certains de ses affidés refusent que nous en fassions l'interprétation qui nous sied. Qu'est-ce qui fait croire à M. Sadi que ce qu'a dit le président de la République est différent de ce qu'il avait dit devant Macron? En outre, rien ne dit que la réaction des évêques est en rapport avec ce discours, à moins que le président de la République ait envoyé son MINCOM pour piéger les éventuels prétendants d'un éventuel G25 qui pourrait se former et les foutre à Kondengui afin de donner la chair fraîche à la population qui aime bien ça. Ndobo depuis Ferrara du côté de l'Italie qui nous propose également son interprétation. On va dire qu'il ne faut pas appeler, c'est pour les messages. Le débat sera encore houleux au Cameroun lorsque le président se prononcera sur sa candidature. Ce feuilleton nous réserve beaucoup de choses à l'avenir. Raphaël, du côté de Marois, qui nous entraîne dans la futurologie. Ce n'est pas, oulala, arrêtez d'appeler pour qu'on puisse lire les messages des uns et des autres. Bonsoir à vous sur le plateau. Le président Paul Biya n'a pas discouru en qualité de candidat à l'élection, mais en qualité de chef de l'État. Normal donc que le ministre, à son tour, prenne ses responsabilités sur les déformations et les mots qui découlent des multiples transformations. Franck Daniel depuis Sangvilima. Donc à Sangvilima, Franck Daniel pense que on a beaucoup déformé le discours du chef de l'État et que René Manuel Sadi est là pour recadrer tout cela. Bonsoir au panel, félicitations pour la pertinence du sujet et la tenue parfaite du plateau. Ça, on l'a déjà lu, on cherche l'aspect concernant notre sujet. Je crois qu'il y a des ennemis de l'émission là, qui ne font que biper, mais on va bien sûr la poursuivre, notre émission. Bonsoir, René Emmanuel Sadi n'avait pas à se prononcer. Il est porte-parole du gouvernement. C'est à Jean Kouété de s'exprimer au nom du RDPC. C'est lui le SG du comité central du RDPC. C'est lui qui doit donner la position du potentiel candidat qu'est Paul Biya dans le cadre du parti, pour retrouver un peu ce que le politologue disait tout à l'heure, ce qui aurait dû prendre la parole pour nous expliquer la pensée de Paul Biya du RDPC. Bonsoir et bonne année à tous sur le plateau. Moi, c'est Michael depuis Yaoundé. Pour moi, après la sortie du ministre, l'interrogation qui reste est quel avenir pour la jeunesse camerounaise, vu que les intellectuels et élites du pays ne nous font pas confiance. Bonsoir à vous en studio et excellente année à tous. Je pense que la façon dont les gens interprètent mal les propos de l'évêque qui a révélé, invoqué le diable, c'est aussi de cette façon que certains interprètent mal les propos du chef de l'État. Donc, après les explications du texte-là, concernant les propos de l'évêque, pourquoi prendre ça au sens propre? Yannick depuis Ngousso, mais qu'il parle alors clairement. Qu'on ne prenne pas ça au sens propre ou au sens figuré. Lui-même nous amène d'abord les figures de style compliqué. Bonsoir le panel pour lutter contre le whisky. Bon, là on n'est plus sur le whisky. Avec la réalisation, on va regarder comment la presse a réagi ce matin au sujet de cette sortie, ce communiqué du ministre de la Communication. On va voir quelques titres. Prospective, René Sadi en sapeur-pompier.
il veut sauver qui? Il veut protéger qui? Peut-être parce qu'il appelle à la tempérance par rapport à certains propos véhéments qu'on a suivis et parfois démesurés contre les évêques. Ballon d'essai crevé. Alors on s'arrête un peu. Le ballon d'essai, c'est un peu ce que le révérend expliquait. Ils ont dit quelque chose, ils sont avancés pour sonder, et puis, mutation parce qu'ils ont reçu le retour de ce qu'ils espéraient, c'est ça? C'est ça. Je parlais de teasing. En réalité, quand vous analysez bien la sortie du ministre, c'est pour apaiser le climat social. Tout à fait. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. Et parce que quand vous analysez bien la sortie du ministre, vous lisez bien le discours. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, ne discute son mandat qui est en cours avec personne. Il n'a pas besoin de rappeler qu'il reste déterminé s'il parle uniquement du mandat qui est en cours. Mais s'il doit continuer à nous servir, pour nous servir, il doit être candidat à une élection. Et ils se sont donc rendus compte, parce que contrairement à ce que les gens pensent, et j'ai l'habitude de le dire, Facebook est un instrument d'évaluation. Ça, les gens ne le savent pas. Au travers de Facebook, des conversations WhatsApp, des publications TikTok, on évalue l'opinion d'un peuple dans un pays. Oui. Donc, à travers tous ces instruments, en réalité, après le discours du président, ils ont fait une évaluation et ils se sont rendus compte que si on laisse ça comme ça sans faire quelque chose, il peut aussi y avoir quelque chose. Autant mieux pondérer maintenant et peut-être ne même plus se prononcer et qu'ils se rendent seulement compte que le candidat naturel est candidat en 2025. Simplement. Alors, ballon d'essai crevé, est-ce qu'on a d'autres unes au sujet de ce communiqué du ministre René Emmanuel Sadi qui remet les pendules à l'heure? Discours du chef de l'État, c'est Info Matin qui semble observer que ça allait dans tous les sens et puis René Emmanuel Sadi est venu remettre les pendules à l'heure. On a la suite avec le gouvernement recadre certains évêques. C'est ciblé, le titre de Cameroun Tribune. C'est ce qu'on pourrait retenir pour en faire une Hubert. Nous sommes là dans l'espace gouvernemental et vous comme moi, vous savez qu'il y a le principe éditorial. Le principe de la ligne éditoriale guide certainement certaines thématiques, certaines unes. Et ici, le Cameroun Tribune parle au nom du gouvernement de la République et parle au nom de quand même l'impression qu'il est en train de recadrer les évêques dans ce communiqué. Parle au nom de ce communiqué. Non, certainement, les évêques qui ont intervenu après le discours. Parce qu'un de vos téléspectateurs, j'admire vos téléspectateurs, vient de vous rappeler là qu'il faut faire attention, il y avait des réactions avant. Avant, oui. Parce qu'il y a des réactions même spécieuses avant. Qui n'ont pas eu d'explication, puisque Monseigneur Samuel Cléda intervient, je crois, le 25 ou le 26 décembre, et sa position est dirigée, elle est prophétique. Elle est spécieuse, parce que elle qualifie de risquante la candidature, la probable ou potentielle candidature ou recandidature du président Paul Biya. Alors, recadrer, c'est quoi? C'est leur dire que ne soyez pas pressés, le chef d'État ne s'est pas prononcé. Justement, c'est ce que Cameroun, ça en droit de lien avec ce communiqué. Cameroun Tribune est dans la sémantique et la compréhension et l'esprit de ce communiqué. Mais pour ma part, le terme recadré est un peu fort de mon point de vue. On reste sur Cameroun Tribune. Oui, le terme recadré est un peu fort de mon point de vue parce qu'on recadre quelqu'un qui est sorti. On recadre quelqu'un qui a dérapé. Je ne vois en aucun moment là où les évêques qui se sont exprimés, fût-il avant ou après la sortie du chef d'État, aient dérapé ou soient sortis de leur mission. Les évêques se sont exprimés, je le dis encore, dans le cadre de leur mission de conduite du peuple, de garant de la vertu, de leader non seulement de la société, mais surtout spirituel. Si nous perdons le spirituel, dans quelle société allons-nous encore vivre? Mais le spirituel ne peut pas continuer également à remplir pleinement sa mission pour n'est-ce pas, préserver et conserver une âme qui est en difficulté dans un corps qui se meurt. D'accord. Sauf qu'à ce niveau, oui, le recadrage éditorial dont parle Cameroun Tribune n'est pas sur le contenu
du message spirituel des évêques ou de leur position. C'est sur la véhémence, hein? C'est sur les attitudes. Lisez le début de ce communiqué. Mais la véhémence ne concerne pas que les évêques. Non, là, on parle même le ministre lui-même, là, en fait, la position du gouvernement cible beaucoup plus en priorité les évêques. Donc, ça, on peut pas se déplacer. Ils sont recadrés. Moi, j'ai aimé la toute première parution que vous avez sortie là, la toute première, la une qui est sortie. Moi, je l'ai aimé. Et j'aurais bien voulu que Cameroun Tribune, qui est notre média d'État, c'est notre média à nous tous, hein. Voilà, hein. Donc, qu'il puisse également être le média du peuple, pas seulement le média des gouvernements. Vous avez aimé René Sadi en sapeur-pompier ou pas celle-là? Non, il y a celle d'avant. Le ballon. Non, pas ballon d'essai. Avant ballon d'essai, il y a eu une parution là. On va y aller, on va certainement la retrouver. Oui, il y a eu une parution juste avant ballon d'essai. Moi, je l'ai aimé parce que elle apporte justement cet apaisement. Cette sortie ne vise qu'un seul aspect, calmer le jeu. Matin, René Sadi remet les pendules à l'heure. Non. Voilà. Dans tous les cas. Bon, dans tous les cas, mon expression, c'est pour dire cette sortie calme le jeu. Parce que il y en avait qui voulaient tirer sur les évêques. Il y en avait qui appelaient même à une action, je vais dire, une poursuite, dans un sens ou dans un autre. Tout à fait. Et ceci ne pouvait que peut-être continuer à citer encore d'autres sorties qui pensent la même chose et qui viendraient, comme disait quelqu'un, jeter encore davantage d'huile dans le feu. Alors, cette sortie vise à dire, calmons le jeu. Personne n'a raison, personne n'a tort. Voici ce qui a été dit. Voici la position du gouvernement. Nous réitérons notre position qui est de dire que voici ce que le chef d'État a dit et c'est ce qu'il y a à comprendre. Maintenant, tout le monde est libre de s'exprimer et il n'y a aucune mesure autre qu'il faut prendre sur les citoyens qui s'expriment car c'est leur droit d'opinion. Donc calmons le jeu. C'est ça. Apaiser la société pour que ça ne s'enflamme pas. Nous sommes l'année électorale et il suffit d'un moins de rien pour qu'il y ait une explosion. Bonsoir, très belle émission. Je pense que les propos des évêques ont été clairs. En ce qui concerne la note de René Sadi, c'est un communiqué. Il y a rétropédalage. Le RDPC voulait évaluer l'opinion du public. Ils se sont rendus compte que c'est plus facile, que c'est plus facile. Ils vont dorénavant se réajuster ou réajuster leur façon de faire et surtout la position de leur probable candidature. Dans tous les cas, les évêques sont dans leur rôle prophétique. Pierre Alain, du côté des DA, rôle prophétique. Ce sont vos mots, hein. Il ne faut pas faire s'il ne vous a pas entendu. Il vous a entendu. Bonsoir à vous sur le plateau. Qu'est-ce qui fait peur au ministre? Les citoyens ont le droit de se prononcer sur l'élection présidentielle 2025. Le pouvoir appartient au peuple et nous souhaitons qu'il y ait une élection présidentielle transparente, pacifique et dont la paix totale. François Xavier, merci. On participe beaucoup du côté d'Obala ce soir. Bonsoir le panel. Jacques, dites-moi, qu'est-ce qui marche dans ce pays? Moi, c'est moi qui dois vous dire ce qui marche dans ce pays. Notre évêque reçoit chaque jour les fidèles qui se plaignent de la famine et des problèmes quotidiens. Actuellement, ici à Yagua, d'accord, pour manger, c'est tout un problème. Nous réclamons notre matelas et nourriture au Moulinex. Pierre Danzabé, depuis Yagua. Attends, les matelas, les Moulinex ne sont pas encore arrivés de ce côté-là. Il y a souvent des camions et des camions, des matelas lorsque ça se déploie, ce côté-là. Alors, dans son discours à la nation du 31 décembre dernier, le chef de l'État a secoué les sèmes d'abeilles qu'il a emprunté chez le Moulinex. Ceux qui se sont fait piquer se grattent le corps. Bien à vous, Anissé Menu depuis et Mombon, je crois. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Il faut bien comprendre la position des deux barons déjà. Le RDPC n'a pas de numéro 2 depuis toujours. Alors les membres du système ont peur car eux-mêmes ne savent pas exactement si leur champion tout au fond de lui voudrait encore de cette affaire. Du coup, ils s'inquiètent également de leur position et donc ils veulent forcer la chose car ils ont été pris au dépourvu par les positions des évêques. Henri, du côté de Nkwaban, qui parle de cette incertitude.
au sein du R. Bonsoir à vous au plateau. Je comprends le pourquoi on dit que le RDP, il manque un C, est un parti État. Pourquoi un porte-parole du gouvernement répond aux évêques? Voilà, je crois que ça doit rassurer Mununga sur cette question-là, qui ne comprend pas pourquoi c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est venu répondre. Bonsoir Gisèle. Je suis très amusé lorsque j'écoute les Camerounais sur la candidature du président Biya. Sachez une chose, le prochain qui viendra fera comme Biya. Peut-être même pire. C'est la voyance là. L'opposition camerounaise est aussi moribonde que la terre est vieille. Pourquoi tant de pleurs alors que la mauvaise gouvernance de Biya est aussi visible, même par des aveugles? Comment cette opposition ne peut pas convaincre les victimes de cette gestion mauvaise, de cette mauvaise gestion? Allah, je n'arrive plus à me retrouver au point que je risque de dire vaut mieux vraiment que le diable. Parce qu'il dit que même l'opposition est moribonde. Que même face aux misères, l'opposition ne réussit même pas à convaincre les gens. Le règne de Paul Biya me fait beaucoup penser à celui, moi je ne sais pas de quoi il fait. Voilà, Stéphane de Crédit, ne disons pas des choses aussi graves. On n'est pas ceux qui l'appellent à l'apocalypse. Bonsoir à vous au plateau, je comprends le pourquoi. Voilà, on dit que le RDPC est un parti État, tu l'as déjà dit. Bonsoir à vous, grand soir, Stanislas depuis Pongo Songo. Pour ma part, rien n'interdisait les évêques de sortir cette parole, car le Christ lui-même a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Révérend, c'est vous qui connaissez les mots exacts de cette affaire-là. Et c'est ce même Pierre qui était dit, paix mes brebis. Vous pouvez l'aider, non, dans cette affaire de Pierre, de Satan et de brebis. Toute religion qui n'est pas capable de répondre aux problèmes socio-économiques et politiques de la société dans laquelle elle vit n'a pas le droit d'exister. Citation de Martin Luther King. Yannick depuis Ngusso, merci pour cette citation. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le révérend a déjà tout dit. La position de Paul Biya actuellement est entre ses mains. Sachez juste que tant que le RDPC nous gouverne, nous les jeunes, on va continuer au désert. Il ne faut pas aller là-bas. Hein? Daniel Foué, depuis Santa Barbara, tu es dans un grand quartier. Est-ce que c'est tout le monde qui habite Santa Barbara? Tu vas chercher comme désert. Donc tu es déjà à Santa Barbara. Bonsoir à vous. C'est bien beau de la sortie des évêques, mais dans l'église, il y a aussi des affaires de pédophilie, d'homosexualité et autres. Avant de retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Guy Michel, depuis Massok. J'attendais ce retour-là. Monsieur Aboubakar, s'il vous plaît, j'ai l'impression que le RDPC n'a pas pitié des Camerounais. Nous souffrons tellement au Cameroun. Il faut que ça change en 2025. Mais faites que... Allez vous inscrire sur les listes électorales. On va sortir de l'émission. On n'a plus que 2 minutes. René Emmanuel Sadi, finalement, il y a des certitudes ou il y a plus d'incertitudes? En 30 secondes. Il y a des certitudes. Il y a dans la dimension profonde de son communiqué un apaisement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance d'un état de lieu. Il fait cet état de lieu. Et puis maintenant, il y a cette volonté de pouvoir faire comprendre qu'il ne faut pas aller dans ce qu'on pourrait appeler la querelle publique permanente, de manière véhémente et peut-être violente. Parce que cette diatribe ou ces narratifs peuvent enflammer la société tout entière et on se retrouve dans des situations regrettables. D'accord. Bonsoir au panel. Les évêques doivent commencer par refuser les dons des pauvres à l'église, accepter ou officier les obsèques sans paiement d'aucun frais. Plus de certitude ou d'incertitude après le communiqué? Moi, je pense qu'il n'y a aucune incertitude qui est créée par rapport au président national du RDPC. Parce que les textes sont clairs. Jusqu'à présent, il est le président national du RDPC. Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat sur qui doit être le candidat en 2025. Ça veut dire en réalité qu'il n'y a aucune incertitude avec son communiqué. Mais il a peut-être eu le mérite de pouvoir apaiser parce que vous allez vous rendre compte qu'il a pris à contre-pied même certains militants du RDPC qui ont compris le discours du président de la République tel qu'on l'a compris parce que le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée.
Je ne comprends pas pourquoi tout ceci fait débat pour dire stop, allons voter quand l'avenir est devant. Disons non avec des actes. Révérend, finalement, on retient quoi? Il nous a rassuré, René Emmanuel Sadi, ou il nous a plongé dans les incertitudes? Non, je vais citer plutôt deux certitudes de ma part. La première, c'est celle de savoir que le chef de l'État, jusqu'à présent, est bel et bien le candidat du RDPC et que personne ne peut en dire le contraire. C'est lui le chef de ce parti. La deuxième certitude qui découle de tout ce qui a été dit et tout ce qu'on a entendu jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a également un avis, une réponse ou bien une interpellation du peuple camerounais qui s'adresse à ses dirigeants et qui s'adresse au chef de l'État pour dire voilà notre volonté. Et cette interpellation ou cet avis a peut-être été porté par ceux de qui on ne s'attendait pas ou qu'on n'aurait pas souhaité ou qu'on n'aurait pas voulu qu'ils soient les porteurs de ce message, les évêques. Mais avant les évêques et même après les évêques, avant eux, plusieurs ont parlé. Après eux, plusieurs continuent à parler. D'où, une fois de plus, c'est cette sortie qui voudrait demander à tout le monde de se calmer. Se calmer. D'accord, mais merci monsieur d'être venu. Le représentant du RDPC qui aurait dû être là a envoyé ses excuses un peu tardivement, on comprend. Mais le débat s'est plutôt bien tenu. Ils ne diront pas qu'on a organisé une chasse au RDPC. C'était plutôt citoyen, des réflexions profondes. Et on termine par là, le pouvoir est divin, comme nous l'enseigne la théologie et la philosophie de Saint-Exupéry. Donc respectons nos places, laissons le dogme au dogmatisme et l'action au pragmatisme. Paul Mbida, depuis Barrière. On dit merci d'avoir regardé. Rendez-vous demain, même heure, certainement avec le même plaisir, sur la même chaîne.